Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je voudrais d'abord remercier le magnifique panel d'intervenants que vous allez avoir aujourd'hui, des gens de qualité. Ce qu'on va faire, c'est que comme on a beaucoup de choses à vous dire, qu'on n'a que 2 heures, on va essayer d'être le plus pratique possible, le plus simple possible, le plus efficace possible. Et donc, j'ai demandé à chacun d'être le plus concis dans les présentations qu'ils vont vous faire aujourd'hui. Et on va surtout essayer d'être le plus pratique sur des exemples, des cas clients, des choses qui essaient de répondre à la question comment le mobile agite le commerce ou comment le mobile agite le e-commerce. Et donc, c'est ça le sujet. Donc, on aura aussi un peu d'échange avec vous dans la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin de chaque présentation, on essaiera de prendre une question, mais on essaiera surtout de garder des questions pour la fin. Donc, s'il y a vraiment une question urgente, n'hésitez pas, faites-nous le savoir. On essaiera de la prendre et en tout cas d'échanger sur cette question, mais on ne fera pas beaucoup de questions à la fin de chaque présentation. On ne fera que des questions à la fin de l'ensemble de la session et on a gardé 10 à 15 minutes pour faire ça. Ce que je vais faire pour commencer, c'est d'abord dire que la Mobile Marketing Association qui s'associe au salon e-commerce pour organiser cette conférence est vraiment ravie de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. On fera quelques mots sur la présentation de l'association, simplement pour que vous sachiez qui on est et comment on a regroupé ces intervenants aujourd'hui devant vous. Avant ça, je vais simplement faire un tout petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et puis que vous sachiez qui sont les intervenants, puisque les intervenants qui sont présents aujourd'hui sont assez différents des intervenants qui sont présents dans le programme papier, parce qu'on a considérablement enrichi le panel de gens qui s'expriment aujourd'hui devant vous. Et donc, il est bien que chacun s'exprime. Et donc, il y a 2 slides d'intervenants. Et donc, je vais d'abord commencer par vous, Florence, pour ce petit tour de table rapide. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Florence Kessler, Google France. Je suis analyste pour le secteur de la distribution. Donc mon rôle se concentre sur des analyses marché, de la veille et de la production d'études. Je me suis beaucoup penchée sur la question de la cross-canalité et à titre d'exemple, en 2009, on a sorti la première étude économétrique avec Auchan qui cherchait à montrer l'impact du site internet sur les ventes offline. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de cross-canalité sans évidemment parler du mobile. Et mon objectif avec vous aujourd'hui, c'est de brosser les grandes tendances côté consommateurs et utilisateurs à travers notamment une petite vidéo que vous verrez tout à l'heure. Merci. Deuxième intervenant, Régine. Oui, donc bonjour, je suis Régine Van Hems, je suis maître de conférence à Paris 1 Sorbonne. Je co-dirige le laboratoire de recherche en management à la Sorbonne. Alors je travaille depuis une dizaine d'années sur l'expérience client dans un contexte cross-canal, multicanal. D'un côté, le client a largement évolué et de l'autre côté, côté vendeur, effectivement, le vendeur, il voit aussi son métier évoluer. Et donc, j'ai fait des études également sur le vendeur dans un contexte multicanal et je vous parlerai un petit peu des derniers résultats de mes recherches sur ces sujets. Les deuxièmes intervenants sont un couple. Damien. Bien. Moi, je suis donc Damien Bousson, je dirige Apocop, qui est une agence spécialisée dans le mobile et le cross-commerce. On accompagne des retailers comme Fast Retailing, Comptoir des Cotonnies, Princesse Tantam, des marques qui vendent en direct comme Evian, qui vend de l'eau en direct à travers le digital, et puis bien sûr des e-commerçants qui déploient sur des terminaux mobiles leur e-commerce. Voilà. Et Valérie. Bonjour à tous, merci. Je suis Valérie Dacier, je suis directrice du web pour Comptoir des Cotonniers et Princesse Tantam, du CRM et du service client également. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous l'expérience que j'ai en tant que retailer de la mobilité au sein de ces 2 sociétés du groupe Fast Retailing, chose qu'on a travaillé avec la société Apocop. Jusqu'à présent, on avait une très belle parité dans notre panel, plus que parité féminine en tout cas. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Je suis désolé. Jean-Philippe Piot, bonjour, SFR Régie. Je suis directeur du marketing de la régie publicitaire SFR. La régie publicitaire SFR, grosso modo, c'est une offre complète de solutions de marketing mobile pour les annonceurs et les agences médias, bien entendu, avec à la fois la possibilité de communiquer sur des marques premium en display, tous les formats possibles et imaginables que vous avez en permanence sur vos mobiles. Également la possibilité d'acheter à la performance, puisque c'est aussi
levier d'achat qui se développe de plus en plus, même sur le mobile. Et enfin, et c'est cela dont je vais vous parler tout à l'heure, le marketing direct géolocalisé. Chez SFR Régie, on a 3 millions de clients qui acceptent de recevoir des messages publicitaires en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Donc ce sont de formidables opportunités pour les distributeurs, mais également aussi pour les marques, pour mettre en place des opérations notamment de trade marketing. Et c'est cet exemple-là que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci. La suite des intervenants avec Jocelyn. Bonjour, Jocelyn Denis, donc je suis le fondateur de Digitaléo, que j'ai créé en 2004, une société de 60 personnes. On est éditeur de logiciels dans le cloud pour le marketing relationnel, c'est-à-dire envoyer le bon message à la bonne personne avec la bonne offre sur le bon écran au bon moment. On aide aussi les enseignes de distribution à collecter les datas pour les aider à développer leur base de données et derrière mieux l'exploiter à travers des bornes, à travers des jeux concours, etc. Voilà. Et tu nous présenteras un cas client. Oui, tout à fait. Julien. Bonjour, Julien Chamussi de la société AdMove. AdMove, c'est une société française créée en 2010 qui est spécialisée dans la publicité géociblée sur smartphone. Nos clients, c'est des enseignes de la distribution, de la restauration hors domicile, des services de proximité, des centres commerciaux, des concessionnaires automobiles dont je vous parlerai tout à l'heure. Bref, des annonceurs mortards, c'est-à-dire vraiment à l'opposé du commerce, qui ont des besoins de création de trafic en point de vente et à qui on propose des dispositifs basés sur du digital, donc sur du mobile, permettant justement de faire venir des gens dans des points de vente. Une société jeune, mais on a déjà 300 campagnes géociblées à notre actif. On a multiplié par 3 notre activité sur 2013 par rapport à 2012. Voilà, donc on est bien placé pour vous parler de l'avènement du mobile to store ou du drive to store en général. Et donc, c'est à toi. Pardon. Jérôme Gonzalez, donc président cofondateur de SciPlay, qui est une entreprise qui conçoit et déploie des outils pour aider les forces de vente dans les points de vente à délivrer un message plus personnalisé à l'aide de terminaux mobiles. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter l'étude de cas Sephora, avec qui donc on déploie les solutions, ce type de solutions dans plus de 150 magasins dans plusieurs pays en Europe. Voilà. Merci à tous d'avoir été aussi concis dans vos présentations. On essaiera de maintenir ce cap pour que vous ayez des présentations courtes, précises et beaucoup de cas. C'est l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire. Je suis Bertrand Jonquois, je suis président fondateur d'une agence qui s'appelle GoShop et qui aide aussi des retailers à créer du trafic en point de vente grâce au mobile. Mais je suis aussi administrateur de la Mobile Marketing Association et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Et c'est ce que je vais commencer par faire avant de laisser la parole à chacun des intervenants. Vous présenter qui est la Marketing Mobile Association. J'ai 5 minutes dans mon planning pour faire ça. Donc la Marketing Mobile Association, c'est une association qui regroupe les prestataires les plus importants du marketing mobile en France. Elle regroupe 80 membres, des annonceurs, des opérateurs, des constructeurs, des prestataires. Et elle s'occupe de tous les domaines du marketing mobile. Elle est aussi affiliée à la Marketing Mobile Association Globale. Et donc, à ce titre, on regroupe aussi tous les grands acteurs du marketing mobile, que ce soit les Facebook, les Google, etc., au niveau mondial. L'objectif, c'est de créer un marché du marketing mobile en France qui soit responsable et pérenne. Et donc, on diffuse pour ça les bonnes pratiques. Pour aller vite, on travaille en commission et on essaie de travailler sur des sujets spécifiques qu'on va d'ailleurs revoir ici dans les présentations aujourd'hui, à la fois les services sur smartphone, le marketing relationnel, la publicité, la vie privée et le m-commerce. Donc on travaille en commission pour fournir des délivrables. Si vous êtes intéressé par la Marketing Mobile Association et rejoindre cette activité, vous avez ici 2 membres de la Mobile Marketing Association, la déléguée générale et la représentante des membres, Julie, qui est là, Catherine et Julie. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez après discuter avec elles pour participer et adhérer à notre association. Une des choses que je voulais présenter, c'est un des derniers délivrables qu'a produit la Mobile Marketing Association. C'est un baromètre du marketing mobile. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez aller télécharger sur le site de la Mobile Marketing Association. J'imagine que si vous êtes là, vous êtes intéressé par
les données autour du marketing mobile. Tous les trimestres, on édite maintenant ce baromètre dans lequel vous allez retrouver toutes les informations, à la fois sur les ventes de smartphones, à la fois sur les équipements en tablette, les usages, la répartition par CSP, par système d'exploitation sur les mobiles, bref, d'avoir une idée assez générale du marché du marketing mobile qui, comme vous le savez, touche maintenant 100% des Français, puisque plus de 100% des Français sont équipés d'un téléphone mobile et la moitié d'entre eux sont équipés d'un smartphone. Donc il y a évidemment un potentiel fort à utiliser le marketing mobile pour travailler ces consommateurs. Et donc tout ça, c'est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association si vous voulez en savoir plus. Voilà, on va pouvoir passer aux présentations. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'enchaîner assez rapidement les présentations. On a laissé un peu plus de temps à la première intervenante puisqu'elle avait 2 choses à nous présenter, à la fois une première vidéo et puis qui est extrêmement intéressante. Donc on va essayer d'avoir un son en régie, s'il vous plaît, qui soit bon pour qu'on puisse entendre correctement les témoignages. Et puis après, une étude que Florence va nous détailler. Florence, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors moi, je vais commencer par un petit sondage dans la salle. Ah merci, on me donne de quoi cliquer. C'est au milieu, hein, c'est ça? À droite. Voilà, d'accord. C'est très technique. Donc un petit sondage sur l'utilisation du smartphone dans la salle. J'aimerais bien savoir, parmi vous, qui utilise, consulte plus exactement son smartphone dans la rue. Voilà, donc si... Bon. Bien. Alors là, ça, c'est un vote de République bananière, ça. 100%. Non, moi, 89,2, je pense. Et alors, plus difficile peut-être, est-ce que parmi vous, il y en a qui l'utilisent en marchant? Ah oui, alors vous êtes bon, hein. Et alors, peut-être là, je ne sais pas si j'ose, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent en conduisant? Vous osez. On va mettre ça sur le compte des embouteillages. Méfiez-vous, vous êtes filmé. Voilà. Alors, ça, c'était pour introduire la vidéo. Je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, vous reconnaître. Alors, je vais cliquer dessus. Ah, ça ne marche pas quand c'est moi. J'ai l'impression qu'une tablette, elle aurait plus une utilisation familiale, alors que le téléphone, c'est à moi. Mais bon, la tablette, il faut l'allumer. Donc le téléphone, il est toujours allumé. J'ai fait des recherches, les recherches que j'ai pas le temps de faire quand je suis au travail ou à la maison. Donc je ne réfléchis même pas, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus pratique. Je cherche dans le catalogue, parce que c'est dans le catalogue qu'on va avoir du coup les promotions en cours. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me l'afficher ce catalogue. Et j'ai carrément pris l'habitude. Et je me rends compte là surtout parce que ça marche pas. Il y a des enseignes dans lesquelles on voulait aller et on ne sait pas forcément où elles sont, où est celle la plus près dans le quartier. Et du coup, je vais essayer de chercher où c'est. Donc tout ce qui est vente privée, je suis dessus. Tous les matins, en fait, c'est mon premier... voilà. Mon réflexe, c'est j'ouvre mes mails, je regarde un peu les offres qui tombent et après, je vais sur mes applications directement. Donc ce catalogue-là, en fait, on l'a sur Internet. Mais par contre, l'application va nous donner des éléments qu'on n'a pas. Et là tu as un peu plus d'explications. Ouais, en fait, je m'ennuie dans la voiture, donc du coup, je suis en train de rechercher une cafetière italienne Bialetti. Je suis en train d'aller voir les avis. Je vais chercher cette pochette d'album, donc j'espère trouver le disque rapidement. Je préfère, dans un premier temps, en fait, faire ma recherche comme ça, parce que bon, comme ça me permet, a priori, de gagner du temps. Maintenant, au bout d'un certain temps, si je trouve pas, je vais aller voir le vendeur. Que ça capte pas dans le magasin. Donc je vais regarder un petit peu, voilà, les produits, ce qu'on pense un petit peu les clients. J'ai la carte fidélité du magasin,
Et plutôt de sortir ma carte à chaque fois, du coup, elle est, voilà, la carte est là de façon virtuelle. Trop bon ça. Donc là, ce que je fais en général, c'est que je me fais des paniers. Et puis ensuite, je vais en boutique avec mon panier de créer. Je vais en boutique et puis je vais aller voir si les soldes sont plus intéressantes en boutique ou sur le site internet, là, pour le coup. Puis alors ça, je vais pas le cacher, hein, je vais le montrer aux vendeuses en général. Je vais leur dire, voilà, j'ai vu ça sur votre site internet, combien vous le faites Je cherchais un sac à main aussi, donc je vais voir un petit peu les prix. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Ils l'ont aussi en solde. Ils le proposent à 295 au lieu de 395. C'est le même prix qu'ici, à la base. Sauf que là, il y a 40%. Mais aujourd'hui, il y a 20% en plus sur les soldes. Donc à l'arrivée, il est beaucoup plus avantageux ici en fait que sur Zalando. Aux Zalando, peut-être qu'il faut que j'attende plus longtemps. Mais comme quoi, ça valait le coup de regarder parce que voilà. C'est comme ça que je fais les affaires. Alors, ce que vous venez de voir, je pense que c'est important de le préciser. Et c'est peut-être d'autant plus important de le préciser que vous n'êtes pas forcément vous-même représentatif de la population française. Ce n'est pas les usages actuels, mais c'est ce qui va se passer demain. Alors évidemment, c'est des tendances qui se mettent en place maintenant, ça va venir très vite, et c'est soutenu par, on l'a dit tout à l'heure, une forte croissance des adoptions de smartphones. Dans une perspective pareille, le mobile, ça ne doit plus être une simple case à cocher dans votre stratégie marketing, mais vraiment se placer au cœur de l'élaboration de ces stratégies. Et à titre d'exemple, je vous donne un chiffre qu'on a, nous, à travers notre moteur de recherche. Donc en France, sur le moteur de recherche dans l'univers du retail, les requêtes qui viennent d'un téléphone mobile, enfin donc d'un smartphone, représentent ont doublé en un an et représentent une sur 5. Donc voilà, ça fait des très gros volumes. Si on parle méthodologie un petit peu rapidement, cette étude, c'est une étude ethnographique, donc on est sur des données qualitatives, et pour autant, on n'a pas interrogé mon frère, ma belle-sœur, pour avoir 2-3 données qui nous conviennent. On est sur une sélection rigoureuse et énormément d'entretiens. On a sélectionné donc 14 foyers qui ont participé. C'était sur le critère d'early adopters, donc un critère de sélection qui était l'utilisation du smartphone dans l'usage du cycle d'achat, enfin dans le cycle d'achat. Et on leur a fait passer plusieurs entretiens pour savoir un petit peu comment ils utilisaient ce mobile. Et ensuite, on les a filmés, parce que souvent, il y a des choses qui échappent aux personnes, qu'elles ne disent pas et qui sont intéressantes. Donc voilà, ça fait quand même 56 heures de vidéo pour ces 5 minutes que vous venez de voir. Et pour la petite histoire, il y a 1 heure passée avec la personne dans la voiture. Donc je pense que vous pouvez saluer les risques qu'a pris la personne qui a filmé. Voilà pour le côté méthodologique. Alors, quels sont les enseignements qu'on tire de cette vidéo? Pour la première, j'aimerais faire une petite expérience avec vous. Si vous voulez bien vous prêter au jeu, j'aimerais que vous sortiez tous, si ce n'est pas déjà fait, votre téléphone portable. Je suis impressionnée, vous n'êtes pas tous en train de surfer dessus en même temps que vous m'écoutez, donc ça me fait plaisir. Maintenant, si vous pouvez avoir la gentillesse de le déverrouiller. Voilà, c'est fait. Maintenant, si c'est fait, je vais vous demander de l'échanger avec votre voisin. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous l'avez compris. Et c'est très clair dans la vidéo, le smartphone, c'est une extension de soi. C'est quelque chose avec lequel on a un rapport intime. Il y avait peut-être des gens qui étaient prêts à le faire dans la salle, je ne vais pas les pointer. Il y en a qui l'ont fait, j'ai vu, il y en a qui l'ont fait. Je n'émets pas de jugement, hein, toutes les raisons peuvent... voilà. Mais de manière générale, on est quand même un petit peu réticent. Voilà, et c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on considère comme une extension de soi. Deuxième enseignement, le smartphone accompagne tout type d'achat. Troisième enseignement, il vient challenger l'offre en magasin. Et quatrième enseignement, le smartphone permet de conclure le processus d'achat. Alors, je vais revenir un petit peu plus sur les 2 enseignements de droite.
quand je dis que le smartphone influence tout type d'achat, je veux mettre en lumière une première chose, c'est qu'il intervient au niveau des achats qu'on qualifierait plutôt d'impulsifs. Alors, c'est les classiques recherches de la bonne affaire qui peuvent donner lieu parfois à des choses un peu compulsives. Et là, vous avez un verbatim amusant d'une personne, et c'est vraiment ce qui a émergé au cours de l'étude, qui a acheté un toilettage pour chien pour se rendre compte qu'elle n'avait pas de chien. Donc, ça peut donner ce côté-là qui est un petit peu excessif et mener à la surconsommation. Néanmoins, derrière ce côté un peu cliché, moi, ce qui m'intéresse plus de mettre en avant, c'est l'opportunité pour un annonceur de pousser la bonne promotion au bon moment, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur de smartphone. Donc on est là dans un achat non pas forcément impulsif, mais immédiat, et qui se passe par une sollicitation pertinente au bon moment. Deuxième élément, il se trouve également dans les achats planifiés. Et là, on n'est plus tout à fait dans ce côté smartphone, élément déclencheur, on est plus dans un accompagnateur de l'achat qui va répondre aux questions que se pose le consommateur au moment où il a envie d'obtenir les réponses. Et c'est ce qui fait la force du smartphone. Et ça, c'est valable, alors, que ce soit dans les informations expertes, entre guillemets, donc il va venir, ça va être développé, j'imagine, par la suite, challenger le vendeur en magasin, mais c'est également vrai pour obtenir des informations, enfin en tout cas l'avis de ses pairs, alors c'est toute la dimension réseau social, c'est aussi le fait de pouvoir téléphoner à quelqu'un après lui avoir envoyé une photo de ce qu'on veut acheter, toutes ces dimensions-là sont très présentes, et ça permet de densifier en fait tout ce qui est échange cross-canaux. Alors, juste avant l'achat, c'est là aussi un point très important, c'est que ça facilite la transaction. Et le smartphone intervient vraiment très souvent avant l'achat, mais vraiment juste avant l'acte lui-même, c'est-à-dire en confortant le choix. Donc on va chercher des avis pour se rassurer, pour être sûr que soit c'est le bon prix, soit c'est pas forcément le bon prix, mais par rapport à tout un ensemble de choses que je considère, j'ai quand même envie de l'acheter là et ça me va. Soit en réalisant en amont son panier sur le smartphone et puis en le concrétisant en magasin. Et voilà, c'est un petit peu le genre de choses qu'on a, mais c'est surtout ce côté dernier point de contact avant achat et qui ne se fait pas toujours en défaveur du magasin. Je pense que vous l'avez vu à la fin de la vidéo et c'était important aussi pour nous de le montrer. La personne cherche et elle tombe sur un site e-commerce, elle trouve un prix. Ce prix n'est pas particulièrement le plus intéressant étant donné les circonstances. Et ce qui est important de voir, c'est qu'elle n'aurait pas eu cette information, il est probable qu'elle n'aurait pas acheté, ou en tout cas pas acheté tout de suite. Donc on a tout intérêt à donner l'information au consommateur au moment où il a envie de l'avoir. Il vaut mieux prendre le risque de perdre un consommateur sur un produit, mais de savoir qu'il va revenir, parce que la fois d'après, il ne se dit pas « je ne pourrais pas vérifier, je ne pourrais pas me connecter en magasin », plutôt que de le perdre du magasin, qu'il ne vienne plus dans le magasin, et voilà, on a perdu un client de manière pas forcément définitive, mais c'est difficile de le récupérer ensuite. Donc ça, voilà, c'est un élément très important dans l'usage du smartphone. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le smartphone, du fait de cette dimension cross-canal, représente un énorme potentiel pour la distribution. Si l'on se concentre seulement sur les ventes M-commerce, on a 10% des ventes, selon la FEVAD, sur les gros chiffres, sur les gros sites de e-commerce qui viennent des achats faits en mobilité. Et quand on regarde en fait un peu dans le détail, il y en a la moitié seulement qui viennent de smartphones, donc c'est 5%, ce qui est déjà pas négligeable. Mais comme on le voit sur ce graphique, en termes de comportement, c'est loin d'être la règle. En fait, on est sur la partie émergée de l'iceberg quand on se concentre sur les achats en M-commerce. Et on a tout intérêt à ne pas se focaliser sur les taux de conversion mobile, parce que sinon on passe à côté de toute la réalité du smartphone qui accompagne l'achat tout au long de l'achat. Voilà. Donc, en conclusion, moi, j'aurais tendance à vous dire, mettez-vous à l'écoute de votre consommateur. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il veut des choses simples. Et on le voit assez clairement en fait, dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut d'abord que ça marche. Il y a cette femme là, qui utilise une application, ne fonctionne pas, elle se sent perdue. Il veut aussi être connecté en magasin. C'est cette femme qui sort du magasin Sephora. Alors là, Sephora a de la chance, elle retourne dedans, mais d'autres personnes pourraient décider que bon, n'ont pas eu l'information au bon moment et ne plus revenir. Et enfin, et surtout, ils veulent une expérience fluide et cohérente. Voilà, ça c'est quelque chose que vous entendrez souvent, mais un consommateur ne veut pas
ne veut pas se préoccuper de savoir s'il est sur son mobile, s'il est sur le desktop, s'il est en magasin. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il a affaire à la même marque, qu'il retrouve des références qui lui permettent de se retrouver et des points de contact en fait, qui se font écho avec ces différentes expériences via les différents canaux. Donc cette dimension fluide et cohérente est essentielle. Et le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention aux indicateurs que l'on suit. Et ça, c'est des choses sûrement pour lesquelles les autres intervenants auront beaucoup de choses à dire. Ne vous arrêtez pas au taux de conversion mobile. On l'a souvent à portée de main, on a envie de le regarder. Il faut pas s'arrêter là parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses au niveau influence du smartphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence, merci d'avoir été simple, clair et rapide. J'avais dit qu'on prendrait une question. Est-ce qu'il y a une question rapide dans la salle ou est-ce qu'on passe directement à notre deuxième intervenant, Régine, je vous laisse la parole. On va voir cette fois le point de vue du vendeur. Avant de rentrer dans les cas clients avec l'ensemble des autres intervenants, on va voir le point de vue du chercheur, mais surtout le point de vue du vendeur et comment on digitalise la partie vente. Alors, la distribution à l'heure du multicanal, donc cette étude en fait est issue d'une première étude qui a été faite, c'est-à-dire qu'on a réalisé des visites mystères auprès de vendeurs, auprès de 75 vendeurs, il y a de ça 5-6 ans, en se disant comment un vendeur accueille-t-il un client qui vient du site internet de son enseigne. Les résultats ont été absolument catastrophiques. C'est-à-dire que quand vous veniez du site, et je ne vais pas citer d'enseigne, et que vous alliez en magasin pour avoir un complément d'information auprès des vendeurs en magasin, eh bien le vendeur, il n'avait juste pas envie de servir ce client. Donc autant dire que ce client n'achetait plus dans le magasin, mais il n'achetait plus non plus sur le site internet de l'enseigne. Donc on se rendait compte que la qualité de l'accueil était assez catastrophique. On s'est posé la question, pourquoi les vendeurs n'accueillent-ils pas mieux des clients, qu'ils soient online ou offline, ça reste des clients de l'enseigne. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est probablement la problématique de la rémunération. Si un client passe du temps avec vous en magasin, si un vendeur passe du temps avec vous en magasin et qui sait que de toute façon vous ferez la transaction online, eh bien c'est des commissions en moins, c'est de la rémunération en moins et très clairement, il n'a pas envie de passer du temps avec un client qui ira acheter ailleurs, qui ira acheter sur le site de l'enseigne. Deuxième élément, on s'est rendu compte que on avait aujourd'hui des clients qui étaient des clients experts, ça on le dit souvent, clients experts d'un produit, d'une catégorie de produits. Et ce client expert, il vient en magasin, il va aller voir le vendeur. Non seulement il teste le vendeur, mais il défie le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur a en face de lui des clients qui en savent plus que lui et qui lui montrent. Donc autant dire que c'est une situation qui est extrêmement désagréable pour celui qui est supposé effectivement accompagner la vente. Et dans mes écrits, je parle souvent finalement d'un client éclairé face à un vendeur qui est myope. C'est-à-dire que le client connaît à la fois l'offre online et l'offre offline, alors que le vendeur ne connaît que l'offre offline. C'est-à-dire qu'il ne connaît absolument pas ce qui se passe sur le site internet de son enseigne. Donc la question qui s'était posée, c'est comment les vendeurs vivent-ils aujourd'hui cette multicanalisation de leur enseigne. Donc on a fait une recherche un peu plus récente et on s'est rendu compte qu'il y avait une mutation du processus de vente à travers des verbatims des vendeurs. Alors voilà ce que nous disent des vendeurs. On a interrogé une trentaine de personnes, donc de vendeurs dans 2 grandes enseignes de distribution d'amélioration de l'habitat. Et on a des exemples de discours vendeurs qui nous expliquent comment ça se passe quand un client vient d'Internet. Alors d'abord, il les identifie très vite, c'est-à-dire qu'un vendeur est capable, sans même adresser la parole à un client, de savoir qu'il a navigué sur le site avant de venir en magasin. Alors un consommateur Internet, exemple de discours, a déjà identifié son besoin. Il a déjà fait sa vente lui-même, et il ne reste plus qu'à conclure la vente, à condition qu'on ait du stock. L'acte de vente est complètement différent, je pense. Donc déjà une mutation de l'acte de vente très clairement perçue par les vendeurs. Deuxième verbatim, deuxième discours de Léa qui nous dit, après les avoir renseignés, ils ont toujours en tête une gamme de produits, on le ressent. Et oui, le client internaute, en général, est borné. C'est-à-dire que quand il a fait une présélection online, c'est extrêmement compliqué pour un vendeur de faire de la dérive de vente et de l'emmener sur d'autres produits. Donc déjà, on a un changement du métier de vendeur qui est fondamental. D'ailleurs, certains disent qu'on a plus tendance à les aiguiller sur leurs idées, c'est-à-dire qu'ils ont bien perçu
que le client internaute, il sait ce qu'il veut, il a une certaine expertise, et que si on essaye de le transférer sur une offre alternative, ils vont décoder le discours de manière négative. Ils vont dire, alors si le vendeur veut nous faire acheter autre chose, c'est qu'il touche plus sur ce produit-là. Donc c'est extrêmement catastrophique comme discours. Alors le vendeur, le client, qui est internaute, il aime bien qu'on lui répète la même chose, que ça coïncide bien. Si entre le site et le magasin, les vendeurs et le site, on est bien en osmose. Alors être en osmose, que les discours vendeurs et les discours du site soient cohérents, soient en osmose. À partir du moment où on a démontré qu'on avait un vendeur qui était souvent un vendeur myope, c'est-à-dire il sait uniquement ce qui se passe dans son magasin et dans son rayon, et qu'il ne sait absolument pas ce qui se passe sur Internet, sur le site Internet, très clairement, il y a un décalage des discours. Et s'il y a décalage des discours entre le vendeur et le site Internet, il y a un très fort risque que la transaction ne se fasse pas. Alors après, je me suis dit, il y a d'autres vendeurs, il y a une typologie de vendeurs. Les technologies pourraient-elles être de nouvelles sources de complicité ? Et là, effectivement, on a des discours de vendeurs qui se sont bien appropriés les technologies, qui nous disent ceci. Le client découvre avec nous, le client découvre le site Internet. C'est vraiment un échange qui est très bon, et ça, le client l'apprécie énormément. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait un déplacement du terrain de la confiance qui se passe à un autre moment et à un autre endroit, qui est probablement le site Internet de l'enseigne, où on va naviguer ensemble, vendeur et client. Je le fais avec eux, c'est plus convivial. Je positionne l'écran de façon à ce que tout le monde voit et on navigue ensemble. Alors naviguer ensemble, ça c'est quelque chose de complètement nouveau. Avant on se baladait dans les rayons. Maintenant on va accompagner un client sur le site Internet et cet accompagnement est source de complicité. Le client me dit oui, l'onglet là, sur la gauche, ça doit être par là. Il fait le guide puisqu'il a déjà visité le site et on fait ça ensemble. On regarde ensemble le site quoi ? Généralement, ils ont l'air satisfaits de m'expliquer où ça se trouve et de me montrer le produit en question. C'est serré, quand on est 3 ou 4 sur l'écran. Alors là, ce que nous dit le vendeur qui a très bien, qui accepte cette mutation Internet, on le voit bien, c'est qu'on a des clients qui en savent plus que le vendeur, c'est très clair, puisque c'est bien le client qui va guider le vendeur dans le parcours Internet, mais le vendeur le laisse faire. Et à la limite, c'est un moyen de valoriser son client, et le client se trouvant valorisé, la relation est apaisée et la transaction se fera. Donc ça veut dire qu'on a effectivement une négociation commerciale où on n'a plus un vendeur qui est sur un piédestal avec un écran au milieu, écran dans les deux sens du terme, en face et lui derrière, mais un écran partagé. Régine, juste un petit mot, il faut qu'on accélère. Ah bon, d'accord. Voilà, donc en fait, processus de vente radicalement différent. Du coup, les étapes du processus de vente sont certainement inutiles, c'est-à-dire ce que faisait le vendeur avant, découverte du besoin, présentation des offres commerciales, argumentation, traitement des objections. Ça n'existe plus puisque le consommateur a déjà fait tout ça lui-même, online, sur Internet, et donc le vendeur doit arriver après ça. Des attentes spécifiques, j'en ai parlé, confirmation, conformité du discours. Et alors la question qui se pose vraiment pour les nouvelles technologies, que ce soit tablettes utilisées par les vendeurs en magasin, que ce soit équipement en mobile ou en application professionnelle, comment s'intégrer dans un processus qui a déjà été enclenché online par le client. Aujourd'hui, si vous présentez des produits à un client qui est allé sur Internet, le client s'énerve parce qu'il n'a pas envie de ça, il s'entend à autre chose. Comment générer de la valeur ajoutée en l'accompagnant dans son parcours cross-canal, c'est-à-dire un client qui vient vous voir en disant « je veux aller sur Internet avec vous ». Il y a plein de vendeurs qui refusent encore, même si les choses bougent. Et comment finalement générer un chemin ensemble ou quand le vendeur accompagne son client sur le site. Donc je n'ose pas aller trop loin. Donc les technologies de l'information, comment on va pouvoir équiper des vendeurs pour qu'ils puissent mieux connaître le client en magasin, puisque finalement sur Internet, on connaît mieux son client que ce qui se passe en magasin. Comment le vendeur va pouvoir demain accompagner son client internaute et comment le vendeur, plutôt que d'être discrédité face à un client qui en sait plus que lui, pourra générer de la confiance client. Alors j'ai tendance systématiquement à faire un parallèle avec les équipes de vente Apple. Il suffit d'aller voir ce qui se passe chez Apple en observation pour voir qu'il y a une très profonde mutation de la façon de créer une confiance avec les consommateurs. Je crois que c'est mon dernier slide. Merci beaucoup Régine, c'était très clair. Alors, on aura un Damien. C'est pour Damien. Prends la zapette Damien. La zapette.
vas en avoir besoin. On aura un exemple concret en fin de session avec le cas Sephora pour illustrer exactement vos propos de recherche. Je laisse maintenant la parole au couple de l'après-midi, l'agence et son annonceur. Damien, c'est à toi. Nous aussi, on va parler de choses extrêmement concrètes, en fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, on se trouve face à deux réalités qu'on vient d'illustrer. Une réalité d'un changement d'usage dans le process d'achat par les consommateurs, qui va très vite. Florence l'a très bien expliqué. Et ça, on le constate tous les jours dans le monde du retail. Et une autre réalité qui est la réalité de l'entreprise. L'entreprise, elle fait du retail physique depuis des dizaines d'années. Elle fait du e-commerce depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Les choses n'ont pas toujours été très simples, on vient de le voir, pour se combiner. Et ce qu'on va essayer de vous expliquer, nous, c'est de quelle façon on essaye d'accompagner cette évolution pour enrichir et suivre la relation du client à travers le digital, depuis le moment où il va être sur le fixe, en passant par le mobile, jusqu'au magasin et toutes les interactions qu'on va pouvoir animer jusqu'au process d'achat. Donc ce que je te propose, Valérie, c'est d'expliquer un petit peu le contexte dans lequel vous évoluez chez Fast Retailing. Merci. Vous m'entendez ? Rapidement, pour vous dire un petit peu ce qu'est Comptoir et Princesse, c'est avant tout des retailers, fait partie d'un grand groupe international, le 3e mondial de prêt-à-porter. C'est avant tout 700 magasins à travers le monde et une très grosse ambition sur le web, notamment par rapport à la croissance un tout petit peu réduite qu'on trouve actuellement sur le prêt-à-porter, sur le marché dans sa globalité. On a des cibles de clientèle qui est particulière, c'est vraiment CSP+, ultra connecté, puisque par rapport au benchmark qu'on voyait tout à l'heure, 75% de nos clientes ont un smartphone et 45% d'entre elles ont un iPhone. Et 60% du trafic qui se font sur le site Comptoir comme sur celui de Princesse se fait pour préparer un achat en boutique. Voilà, donc c'est quand même très très particulier comme démarche. On reste donc du coup un pur retailer et on a un vrai défi qui est de dire il arrive sur le marché dans les 10 ans qui viennent la nouvelle génération, donc la Digital Native Generation, c'est-à-dire celle qui n'a jamais connu que le digital et qui va changer de manière drastique les modes de consommation. Et on se pose désormais même la question de quel va être le rôle du magasin, véritablement, versus toutes les informations que les clients pourront avoir ailleurs que dans le magasin. Donc ça, c'est notre contexte. Du coup, on a 4 leviers forts de croissance qui sont la mobilité, évidemment, le multicanal, l'internationalisation, parce qu'on peut toujours aller plus loin au niveau de l'internationalisation, et la croissance externe. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de mobilité multicanal. Il y a 18 mois, on s'est dit qu'il faut désormais qu'on passe sur la mobilité. On avait 10% de notre trafic qui venait par les smartphones et on n'avait pas de réponse appropriée. Donc on a fait une compétition et globalement, on rencontrait beaucoup d'agences qui nous ont toutes vendu des magnifiques applications totalement inutiles parce que extrêmement marketées, mais qui derrière n'avaient pas de sens en termes de parcours client. Et puis on a rencontré Apocop qui nous a dit « mais moi je ne vous vends pas une application, je vous vends un site mobile avec une vraie expérience client ». Et comme il était le seul et qu'en plus c'était assez bien démontré, et bon, on est parti sur cette démarche-là avec Damien et c'était très très nouveau pour nous. Voilà. Damien, si tu veux expliquer. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre de façon un peu, je dirais un peu plus générale. En fait, avec la folie des applications, il y a eu un appel du marché où toutes les marques voulaient leur application et pour autant, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une application et vous n'aurez pas 10 000 applications de chacune des marques que vous utilisez sur le bureau de votre smartphone. Donc notre rôle à nous, il est d'essayer de voir comment, dans un contexte d'entreprise, on va pouvoir avancer sur le mobile et avancer bien, parce que je crois que l'étude le disait aussi, si on ne fait pas bien les choses et qu'on ne peut plus être connecté au bon moment et compagnie, c'est plutôt... c'est plutôt contre-productif, donc on essaie de prendre les choses dans le bon sens. Et le bon sens, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est vous prenez un site de e-commerce, vous allez sur Google Analytics, vous regardez d'où vient le trafic, c'est ce qu'a fait Valérie, et vous apercevez que les personnes, vous avez dit aujourd'hui c'est entre 15 et 30% du trafic qui vient d'un mobile ou d'un smartphone, et puis vous regardez ce que fait l'utilisateur, et généralement il s'en va, et vous l'avez perdu.
Okay, donc déjà, la première chose à faire, c'est de traiter correctement ce trafic-là, qui est un trafic naturel, qui est un trafic en croissance, et qui est un trafic qui a un usage très développé, qui a un usage exigeant et qui nécessite qu'on fasse les choses bien. C'est pas uniquement mettre uniquement une interface adaptée à l'écran, c'est vraiment apporter une expérience utilisateur qui est complètement adaptée à ce que va attendre le client dans tous les cas de figure qu'on a vu sur l'étude. Damien, je voudrais juste rajouter un point qui a été cité tout à l'heure dans la présentation de Google, c'était qu'une recherche sur 5 est faite sur le mobile. Donc ça veut dire qu'on est sur une part. Ça veut dire qu'on est sur le 20%. Donc tu vois, quand je te parle du 20%, on est sur le 20%. Aujourd'hui, on est plutôt entre 20 et 30% du trafic qui se fait directement à partir du mobile. En revanche, le mobile commerce, c'est pas uniquement de se dire je vais coller mon site de e-commerce sur un smartphone ou sur une tablette, parce que l'usage va être complètement différent. Effectivement, je vais chercher probablement dans le métro, je vais me faire une wishlist, je vais peut-être acheter en magasin. Quand on voit les taux de transformation, tu parlais tout à l'heure des taux de transformation, effectivement, il ne faut pas regarder uniquement le taux de transformation sur le mobile, parce qu'il y a un taux de transformation qui se fait de façon extrêmement forte à l'intérieur du magasin sur une démarche qui a été initialisée sur le mobile ou alors sur le digital. Bref, la démarche qu'on essaie de mettre en place, c'est une démarche dans laquelle on analyse de façon extrêmement précise ce qui se passe sur l'Internet mobile dans un premier temps. C'est là où on en est aujourd'hui avec Comptoir des Cotonniers. Aujourd'hui, on a déjà, tu as un certain nombre de chiffres, je pense, à nous donner. Je faisais un teasing, ouais. En fait. Voilà. Donc un x2 en taux de conversion, c'est-à-dire mes clients qui arrivaient en mobile, mais sur lequel le site ne répondait pas à leurs attentes versus maintenant. Donc on a fait x2. Et on fait surtout 300% d'augmentation de chiffre d'affaires sur la partie mobile. Et c'est boule de neige, c'est-à-dire que comme c'est confort pour eux, désormais on a de plus en plus de trafic qui se fait via mobile. Et avec une particularité très forte, c'est pour ça qu'on avait une contrainte de temps, c'est que les chiffres que vous voyez là, ils sont doublés le premier jour des soldes. Et c'est pour ça qu'on a une contrainte pour pouvoir lancer les sites avant les soldes, parce qu'il y a aussi, et on a découvert, le 8h, 8h20 dans le métro, où on a eu un maximum de nos wishlists qui ont été transformés à ce moment-là. Il fallait qu'on ait cette application iPhone pour pouvoir transformer ces chiffres d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment développer une vraie expérience adaptée sur la partie Internet mobile. Après, aujourd'hui, on est en pleine analyse. Et aujourd'hui, quand on analyse de façon extrêmement précise les usages, on constate ce qu'on est en train de constater, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution des chiffres, d'une part, de la transformation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut analyser quand l'utilisateur est sur le mobile. Est-ce que c'est pour venir en point de vente? Je vais pas reprendre tous les thèmes qui ont été donnés tout à l'heure dans l'étude, mais c'est exactement ça. La seule chose, c'est qu'il faut l'ajuster au contexte de chacune des entreprises, parfois des types de produits, parfois de la capacité d'organisation, d'adaptation de l'entreprise, de façon à pouvoir décider de la suite. Et la suite, ça peut être développer une application. On s'était rencontrés sur le fait de développer une application. Aujourd'hui, on est en train d'étudier, de voir les mécaniques de fidélisation, parce que l'application est plutôt dans une logique de feed, plutôt que dans une logique de recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que le client arrive par Google généralement sur le digital, et puis utilise sur son mobile, à un moment ou à un autre, s'il y a vraiment une appétence ou s'il y a du réassort avec la marque, ça peut faire l'objet du téléchargement d'une application. Et alors là, on rentre dans des mécanismes où les fonctionnalités ne vont pas forcément être les mêmes et sur lesquels on va vraiment mettre en place tout ce qui va être relation client, relation à la marque, réachat. D'accord. Après, nous, on voit les choses sur 3 thèmes. On voit tout ce qui se passe en dehors du magasin, c'est-à-dire les applications et les sites, le e-commerce sur ces devices. Toutes les mécaniques, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure, de génération de trafic en point de vente, c'est-à-dire comment le digital va pouvoir, à partir de sites, d'applications, de campagnes, générer du trafic en point de vente. Et là, je crois que tu as des expériences dont tu peux nous parler aussi. Et puis la dernière chose, qui pour nous paraît vraiment fondamentale, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du point de vente. Aujourd'hui, finalement, notre métier, indépendamment d'accompagner nos clients d'un point de vue, on va dire, un peu stratégique sur la partie cross-canal, c'est également un métier technique sur lequel on plug du e-commerce sur de nouveaux écrans. Okay, et aujourd'hui, de plus en plus, on va plus loin que le mobile. On commence à développer des murs tactiles, des bornes en magasin. On ouvre le catalogue. Quand quelqu'un rentre aujourd'hui dans un point de vente, il a accès au stock du point de vente. Mais demain, avec le digital, avec le mobile et avec les bornes, on ouvre le catalogue à la totalité de ce que peut vendre le client. Enfin voilà, toutes ces mécaniques sont étudiées de façon extrêmement précise pour bien analyser ce que demandent les clients. Le digital permet
d'attraper tout ça et de décider des priorités de déploiement. Voilà. Donc, quelques exemples de ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, chez Comptoir et Princesse. Donc, pour ce qui est... Vous avez les résultats de tout ce qui est là, site mobile, mais globalement, on est des retailers, donc mon métier aussi principal, c'est de faire du web to store, c'est-à-dire d'utiliser mes outils pour amener du trafic en boutique. Alors, il y a les classiques d'outils de CRM, les emails, les SMS, mais ça, vous connaissez. Globalement, moi, j'en ai 2 qui sont aujourd'hui des réussites chez nous, c'est la géolocalisation, qu'on utilise à travers l'ensemble de notre référencement géolocalisé, donc trouver notre boutique via Google notamment. Où que vous soyez en France, c'est relativement simple. Et on a testé le Rich SMS, qui a un vrai succès, avec une géolocalisation qui se trouve dans le SMS et qui permet à la cliente, quand elle est dans la rue, d'aller directement avec l'itinéraire jusqu'à la boutique. Et ça, c'est un vrai gros succès. Mais je pense qu'on va en reparler derrière. Et enfin, il y a tout ce que le e-commerce permet pour amener les clientes ensuite en boutique. Donc, on a les livraisons en magasin. Donc, j'achète sur le web et je me fais livrer en magasin. On sait qu'on fait à peu près entre 10 et 15% de chiffre d'affaires additionnel avec la cliente qui vient chercher son produit en magasin. On a la réservation online et l'essayage en boutique qu'on va mettre en place à partir de la saison prochaine. Donc, je réserve mes produits sur une wishlist avec un back-office et un lien en boutique. Et quand vous arrivez en boutique, vous avez votre cabine qui est réservée avec vos produits qui vous attendent à une heure donnée puisqu'on vous a pris un rendez-vous personnalisé. Et puis, évidemment, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est tout ce qui est flux pour que les échanges, retours, remboursements se fassent de manière totalement transparente pour le client qui n'a pas envie d'avoir de contraintes de ce type-là. Enfin, in-store, je pense que la mobilité peut jouer. Aujourd'hui, on travaille sur la notion de tablette. Alors, on a un vrai défi qui est comment on met le Wi-Fi dans 700 boutiques en peu de temps et avec le budget raisonnable. Donc ça, c'est un premier point. Mais les tablettes, aujourd'hui, elles servent pour les clients. Donc ils ont accès à des e-catalogues chez Comptoir des Cotonniers dans certaines boutiques pour vraiment du contenu marque. On a des tablettes qui sont des tablettes où on rajoute du mètre carré, c'est-à-dire qu'on a des petites boutiques de 60 mètres carrés qui n'ont pas toutes les références du catalogue. Donc grâce à cette tablette, on fait ça chez Princesse, ça s'appelle ShopLib. Et grâce à ces tablettes, on a accès à l'ensemble du catalogue. Donc la cliente achète, par exemple, sa culotte en boutique et elle va aller chercher le produit exclusif qui est uniquement dans les grosses boutiques via l'application tablette qui est un outil de vente donc, dans les mains de la responsable de boutique. Et puis enfin, on lance aussi chez Comptoir une tablette qui permet tout ce qui est formation interactive des équipes à qui on envoie beaucoup de contenu et qui globalement sert de support de contenu pour la formation des équipes avec des quiz et de l'interactivité et même des tests de connaissances qui permettent d'amplifier la connaissance produit en magasin. Donc les tablettes, c'est quelque chose pour nous important. Et la dernière chose, c'est le QR code. Je lance un appel à Apple pour qu'ils nous créent, en tout cas avec toutes les marques de smartphones, pour qu'ils nous créent le flash code intégré comme une vraie application parce que ça reste le point de blocage aujourd'hui du QR code. J'espère qu'ils le feront rapidement. Mais le QR code, aujourd'hui, on l'envisage par exemple sur les étiquettes pour pouvoir imaginer et regarder 3 silhouettes différentes que vous pouvez avoir avec cette veste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va tester également. Et puis, j'ai 2-3 autres innovations, mais je tairai ce soir, enfin cet après-midi. Voilà. Mon dernier défi, et ça, je n'ai pas de solution aujourd'hui, c'est la reconnaissance client. C'est-à-dire comment est-ce que je sais qui est cette cliente qui rentre en boutique et quel est son statut. Est-ce que c'est une VIP? Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est une abandonniste? Est-ce que c'est quelqu'un que l'on connaît mais qui revient rarement? Alors il y a des techniques, le RFI, des choses comme ça coûte extrêmement cher, mais je crois que l'avenir aussi, ça sera de pouvoir distinguer quel est le profil de cette cliente qui rentre en boutique et de pouvoir faire un acte d'achat qui est différent. Et la mobilité devrait jouer également dans ce contexte-là. Voilà. Voilà ce qu'on voulait raconter. Merci beaucoup, c'est très riche. Une conviction, c'est qu'il faut de toute façon y aller aujourd'hui. Il n'y a plus de doute. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. On peut y aller. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle pour nos deux? Ah, ça se lève plus. Je vous écoute, j'essaie de retraduire le message. Ah, mais si ce n'est pas vraiment une question? D'accord. D'accord. Comment gérer les files d'attente? Alors, on a peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a Alors, moi, je fais juste un petit truc. Nous, on
on a travaillé et mis en place, il y a au moins 2 ou 3 ans, dans les applications de Nespresso, des mécaniques de queue management qui permettent, à partir de l'application, de réserver les produits et d'arriver dans le point. Ça répond d'ailleurs à une problématique, enfin, à une des choses que tu viens de dire, et qui permet de court-circuiter la queue quand on arrive dans le point de vente, et qui permet, de l'autre côté, à Nespresso, de gérer les flux. Question courte, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Simplement, petite question concernant l'expérience que vous avez, donc la tablette qui est utilisée par les vendeurs en magasin. Simplement, la petite question, c'est est-ce qu'ils utilisent votre site internet, un site optimisé ou une application? Alors, elles n'utilisent pas le site internet, elles utilisent un site mobile qui leur a été fait avec énormément de contenu et beaucoup plus de facilité pour passer d'un article à un autre. C'est un site qui ensuite déverse son contenu sur la caisse de telle manière à ce qu'on ait un paiement unique pour la cliente, qu'elle achète un produit sur la tablette et en boutique, qu'on ne soit pas obligé de demander 2 paiements. Mais c'est un site spécifique pour les équipes de vente. Merci pour cette réponse. On va passer la parole à Jean-Philippe. Tu peux te lever si tu préfères. Et on va parler le sujet qui a été un tout petit peu abordé tout à l'heure. La Zapette, elle est là-bas, je crois. Qui permet de créer du trafic en point de vente et comment créer du trafic en point de vente grâce au mobile. Hop, hop, hop et hop. Effectivement, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de comment gérer sa politique de M-commerce ou passer d'un statut de e-commerçant à un statut de M-commerçant. Un des atouts du levier mobile, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est un média ou un support ou un device ou ce que vous voulez, que vous avez toujours dans votre poche. Et c'est vrai que de plus en plus d'annonceurs utilisent ce mobile pour créer du trafic vers les points de vente, les logiques de drive to store. Et je vais vous faire partager un retour d'expérience d'un acteur du secteur du parfum et du luxe, avec lesquels on a réalisé une campagne de SMS géolocalisée pour soutenir le trafic en magasin et pour favoriser les mises en avant du produit, parce qu'on sait que dans les segments, enfin dans les magasins type Sephora, Nocibé, Marionneau, qui sont effectivement des petites boutiques, on a beaucoup de mal, les annonceurs ont beaucoup de mal à générer des mises en avant de leurs produits quand ils le souhaitent. Je parlais tout à l'heure en introduction de la base opt-in qu'on a à notre disposition. Donc on a moyen de cibler les femmes 18-35 ans dans cette base opt-in. L'annonceur avait sélectionné 50 points de vente, Nocibé, Marionneau et Sephora. Et la technologie qu'on a développée permet d'envoyer des SMS à cette base opt-in à une femme de 18-35 ans qui passe à 200 mètres d'un point de vente sélectionné par l'annonceur. Bien entendu, aux horaires d'ouverture. On ne va pas envoyer des SMS à 5 h du matin quand la personne passe devant le magasin parce que c'est un petit peu déceptif. Mais enfin bon, c'est mieux de le préciser. Et bien entendu, quand je travaille à la Défense et que je passe 4 fois par jour ou 5 fois par jour devant un Sephora ou devant un Marionneau, je reçois une fois le message et je ne le reçois pas à chaque fois que je passe. Parce que sinon, on va complètement à l'effet inverse de l'effet attendu. Sur la période de 4 week-ends en avril, 110 000 SMS promotionnels envoyés. Le message était assez simple, c'était un échantillon offert sur présentation du SMS, donc un message extrêmement simple. On a mesuré l'impact de cette campagne, donc ça c'est plutôt sur du quali, pour savoir quelle avait été la perception de cette campagne et surtout est-ce que les gens s'en souviennent, parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est très bien d'envoyer des SMS promotionnels, mais si personne ne s'en souvient, c'est pas très intéressant. Sur des scores de souvenirs, on est quasiment à 60% de scores de mémorisation. Donc on pose la question, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ces derniers temps un SMS de la marque X sur votre mobile? Donc 60% des gens répondent. C'est plutôt un très bon score de mémorisation par rapport à d'autres campagnes, tous secteurs confondus, mais également par rapport à des communications d'un même secteur. Incitation au drive to store, donc ça c'est extrêmement important, c'est est-ce que ça vous a donné envie, suite à ce SMS, d'aller en magasin? Donc sur la base d'échantillons représentés, on a 12% des personnes qui déclarent s'être rendues en magasin. Nous on se dit 12%, c'est pas top, voilà, on se dit c'est pas beaucoup. L'annonceur nous dit que sur sa base client, quand il était en fidélisation, c'est-à-dire que j'envoie des SMS à des clients qui sont déjà clientes de ma marque, ils étaient uniquement à des taux de drive to store d'environ 6%. Donc en fait, ils étaient extrêmement satisfaits de ce taux qui, dans l'absolu, peut paraître peut-être faible. Et on a eu une autre campagne d'un autre annonceur du secteur du parfum sur lequel on pouvait gagner 500 € de shopping chez Sephora et on avait un taux de drive to store de 15%. Donc en fait, ce type de taux est tout à fait intéressant.
C'est bon, hop. Un point important aussi, c'est quand on envoie des SMS promotionnels, c'est important que les clients se souviennent de l'offre, sur quel produit portait cette offre promotionnelle. On est quasiment à 60% des gens qui se souviennent précisément de quel produit portait cette offre promotionnelle. Et enfin, l'utilisation de l'offre promotionnelle, on est quasiment à 10% des gens qui déclarent avoir utilisé cette offre promotionnelle proposée par l'annonceur, ce qui fait à 75% de taux de participation entre le taux de personnes qui se sont rendues en magasin et le taux de personnes qui ont bénéficié de l'offre. Important également, puisqu'on est sur notre base opt-in SFR et on commence à avoir de plus en plus d'annonceurs qui communiquent sur cette base. On a pour vocation de faire en sorte que nos clients soient satisfaits quand ils reçoivent ce type de SMS. Donc on valide à chaque fois la perception du canal SMS pour recevoir ce type d'offre promotionnelle. Et on est quasiment sur 80% des gens qui ont reçu un SMS qui sont satisfaits de recevoir une offre promotionnelle par SMS de la marque concernée. Ah, j'avais une conclusion, mais il n'y a pas de conclusion. En conclusion, quand on est sur ce type de communication, une base opt-in qualifiée et entretenue régulièrement, c'est extrêmement important de choisir ce type de base quand on est annonceur. Une offre promotionnelle qui soit claire, simple, attractive et immédiate. On est sur de l'immédiateté quand on est sur du SMS géologue. Hein. Il se passe quelque chose à 200 mètres d'ici. C'est pas je reçois un SMS qui me dit que peut-être dans 3 semaines il va se passer quelque chose. On est vraiment sur de l'immédiateté. Et surtout, ne pas oublier d'avoir une offre promotionnelle qui soit simple et compréhensible par les annonceurs. On a eu certaines expériences qui étaient extrêmement compliquées, où il fallait se rendre dans un magasin, photographier le packaging, envoyer un SMS avec la photo du packaging pour répondre à la fin à une question sur est-ce que vous avez remarqué la couleur du packaging. Donc c'est extrêmement important. On est sur de l'immédiateté, il faut faire des offres simples et c'est une des clés de succès de ce type d'opération. Je crois que j'ai rattrapé le retard qu'on avait. Pas mal, Jean-Philippe. Simple, efficace, rapide, le SMS géolocalisé. Est-ce que vous avez une question simple et rapide pour Jean-Philippe? Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de question. Très bien, on conserve notre avance sur le timing. Donc on a vu la partie Drive to Store, on a vu la partie M-Commerce. Ce que je vous propose maintenant avec Jocelyn, c'est de voir la lutte ou la réponse que l'on peut faire au showrooming, qui est une des inquiétudes des distributeurs, avec là aussi un cas clair, simple et concret. Donc, rebonjour. Déjà, il y a 2 enjeux stratégiques aujourd'hui dans la distribution, dans les réseaux de franchise notamment. La première, c'est qu'il faut collecter les données digitales des clients. Parce qu'aujourd'hui, le périmètre de concurrence de la distribution a changé. Avant, c'était l'enseigne d'à côté qui régissait à peu près dans le même timing, avec les mêmes moyens. Aujourd'hui, ils sont confrontés aussi à la concurrence du e-commerce, des déstockeurs en ligne, etc., les ventes privées et compagnie. Donc, il faut qu'ils collectent les données digitales en point de vente, parce que derrière, ça leur permet de pouvoir s'armer avec les mêmes armes que les e-commerçants qui, eux, collectent en ligne. Donc ça, c'est un premier enjeu très important qu'on voit de plus en plus dans les enseignes de distribution. Le deuxième, et c'est le chiffre d'affaires de demain, pardon. Et le deuxième enjeu, c'est aussi de donner la possibilité au point de vente de pouvoir faire du marketing digital. Maintenant, il faut cadrer les choses, parce que il faut maîtriser les types de communication envoyés par les points de vente. Donc nous, notre métier, c'est de les accompagner là-dessus à travers des solutions simples et accessibles. Donc, je vais vous parler du cas de VetAffaire. Donc, VetAffaire, c'est une enseigne de distribution de 130 magasins en France. Ils font du déstockage de vêtements de marque. Ils font aussi du vêtement low cost. Première rencontre il y a 1 an. Ils n'avaient pas de base de données. Ils faisaient du marketing avec des flyers dans les boîtes aux lettres, classique. Peu efficace, très difficile de mesurer les ROI. Et donc, le discours a porté ses fruits. Le DG a compris que l'importance pour lui était de collecter la data et de commencer. Il n'avait pas de base de données. Il fallait se mettre en mouvement. Derrière, il y a eu des chiffres aussi difficiles dans l'enseigne l'année dernière. Donc besoin de réagir. Donc ils se mettent à collecter. Alors une vraie politique de conquête, de collecte. Donc plusieurs dispositifs. La première, des bornes avec des jeux concours, du coupon de réduction, etc. en point de vente qui permettent de collecter des données vraiment opt-in. Donc c'est le consommateur lui-même qui s'inscrit sur les bornes. Deuxième, c'est aussi en caisse sensibiliser les vendeuses, etc. à collecter les données. Troisième axe, là un peu original, c'est utiliser des QR codes avec des sites mobiles. Là aussi, pour accéder à l'offre ou au jeu, il fallait s'inscrire. Ils ont mis carrément des QR codes sur les t-shirts des vendeuses en disant « flashez-moi ». Enfin, il y avait un petit texte humoristique
qui faisait que les personnes jouaient le jeu, c'était devenu un jeu dans le magasin. Résultat, en 3 mois, ils avaient déjà 100 000 contacts. Donc on peut commencer à travailler sa base de données avec ce genre de base. Aujourd'hui, ils en sont à 800 000 contacts, donc ça a très bien fonctionné. Ils ont commencé à exploiter au niveau national cette base de données pour envoyer des messages, pour commencer à mesurer les ROI. Donc ils ont utilisé notre logiciel de gestion de campagne de marketing direct multicanal. Et puis à un moment donné, quand ils ont commencé à avoir les premiers retours sur investissement très intéressants, ils ont dit on va déployer dans toute la France, dans tous nos réseaux de points de vente, le système, parce que nous, au niveau national, on peut faire des campagnes. Maintenant, gérer les campagnes pour 130 magasins, on n'est pas très réactif et c'est un peu compliqué. On veut quand même donner de la réactivité aux points de vente pour pouvoir le faire eux-mêmes. Par contre, on veut cadrer les choses. Donc nous, on leur a mis en place un accès au niveau national qui leur permet de créer des modèles de campagne, SMS, email, enfin, tout type de messages, avec des modèles qu'ils peuvent créer eux-mêmes, voire travailler avec leur agence aussi pour créer des modèles et les intégrer dans notre plateforme. Et derrière, les points de vente peuvent venir piocher dans cette bibliothèque de modèles de campagne en fonction des plans d'action marketing et programmer eux-mêmes leur campagne en local en fonction de la pression concurrentielle qu'ils ont en local, parce qu'ils ont tous une concurrence différente en local. Donc les points de vente très contents, jouer le jeu, et là derrière des ROI très, très intéressants. Oui, alors bien sûr, ils ont continué à collecter, excusez-moi, j'étais plus vite. Voilà un exemple dans un point de vente, donc le 22 août, parce que nous derrière on rappelle aussi chaque point de vente pour savoir un petit peu les ROI qui ont été constatés, parce qu'on suit les clients derrière. Donc ils ont créé du trafic. Là une campagne, c'est le magasin de Valence le 22 août, donc quand même à la fin de l'été. Vous avez le texte du SMS qui a été envoyé. Et donc 8 900 € de chiffre d'affaires généré dans ce magasin entre 19 et 22 heures sur une vente nocturne. Un panier moyen en forte hausse et un chiffre d'affaires qui a augmenté de 124% sur ce magasin, sur ce créneau-là. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont décidé de déployer notre solution dans tous les magasins au mois de juin, début juin. Et fin juin, on avait déjà équipé 110 magasins sur 130. Ça veut dire le bouche à oreille que ça a fait dans le réseau de franchise. Et l'autre intérêt, c'est qu'au niveau national, maintenant, ils peuvent contrôler ce qui se passe dans chaque réseau, harmoniser les campagnes qui sont faites, tout en laissant la liberté au point de vente, ce qui est important quand même pour le franchisé. Et aussi, parce que au niveau de l'outil, au niveau national, ils peuvent mesurer les statistiques et toutes les campagnes qui sont faites par tous les points de vente. Donc ça leur permet de voir ce qui se passe en local. Voilà, donc vraiment un vrai succès. Et du coup, j'ai par hasard rencontré les actionnaires de Vetafer la semaine dernière lors d'une soirée. Et je ne connaissais pas la personne et il avait le grand sourire parce que les résultats de l'entreprise cette année sont bien meilleurs que l'année dernière. Je pense qu'on a contribué, on n'est sans doute pas les seuls, mais ils ont commencé à migrer vers le digital. Et voilà, je pense que ceux qui vont gagner demain dans la distribution, ceux qui auront investi, qui auront le réseau de distribution, mais qui auront aussi bien investi dans le digital. Et on a vu tout à l'heure des choses très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre le virage tout de suite. Et c'est ceux qui vont prendre le virage tout de suite qui vont gagner et prendre une longueur d'avance. Voilà, merci. Merci Jocelyn pour cet exemple là aussi très clair, très précis. Est-ce que vous avez des questions pour Jocelyn ou est-ce qu'on les garde pour la fin? Ça fait une rime, pas de questions. Donc je vais passer la parole directement à Julien, encore une rime, qui lui aussi va nous parler de Drive to Store. Exactement, de Drive to Store, le mot est bien choisi parce qu'on va parler d'automobile. Donc c'est effectivement du Drive to Store. On a parlé de la parfumerie avec Jean-Philippe, on a parlé du textile. Et moi je vais vous parler d'automobile. L'automobile, c'est un secteur c'est un annonceur au niveau local qui est significatif, très significatif. Une opération qui a été faite avec Nissan, plus spécifiquement avec une direction commerciale nord-ouest. C'est assez important de le souligner parce que nous, dans nos campagnes, on s'adresse surtout d'ailleurs aux directions commerciales et finalement assez peu à la direction de la marque, puisque les dispositifs qu'on met en place sont surtout des dispositifs qui ont vocation à générer du trafic en point de vente et des ventes. On est vraiment dans une logique assez opérationnelle. Tout à l'heure, je vous ai présenté assez rapidement mon entreprise AdMove. Grosso modo, pour la faire courte, on est une plateforme, on est connecté à une vingtaine d'applications mobiles, smartphone, donc Android et iOS, notamment l'équipe, le Figaro, le Parisien, le Monde, la chaîne Météo, 20 minutes, le Bon Coin et d'autres moins connus. Ce sont des applications qui sont nativement géolocalisées, c'est-à-dire que quand vous l'avez installée, cette application, on vous a demandé si vous souhaitiez être géolocalisé. Vous avez peut-être dit non. Dans ces cas-là, vous ne verrez jamais aucune pub
géolocalisé sur ce téléphone. Et si vous avez dit oui, à chaque fois que vous allez ouvrir une de ces applications, vos infos de géolocalisation, donc votre latitude et votre longitude, vont être calculées, elles vont être transmises à notre plateforme qui va ensuite, en temps réel, matcher avec les campagnes qui sont en cours de diffusion chez nous pour savoir si vous êtes dans la zone de diffusion d'une campagne. Donc on est sur du display, on n'est pas sur du SMS push, on est sur du display. Et on est en temps réel et on est sur une géolocalisation qui se fait a priori. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord où vous êtes et si vous êtes dans une zone de diffusion d'une campagne, on va diffuser une campagne. Sinon, vous ne verrez jamais cette campagne. Dans le cas de Nissan, on parle de 65 concessions qui sont sur le quart nord-ouest de la France. Des concessions qui sont implantées soit en centre-ville, soit en périphérie, soit en milieu rural. Dans ces cas-là, les zones de diffusion des campagnes peuvent varier. En termes, je parle notamment en termes de timing de diffusion des campagnes et en termes de rayons de diffusion des campagnes. En zone rurale, on a des zones de diffusion qui sont assez vastes, de l'ordre de 10 km des rayons. En milieu urbain, on est sur des zones de diffusion qui sont beaucoup plus réduites parce que la densité urbaine fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher jusqu'à 10 km pour toucher le bassin de population qui nous intéresse. La géoloc est très précise. En ville, on est sur des géolocs de l'ordre de quelques dizaines de mètres, ce qui nous permet de gérer notamment parfois des problèmes conflictuels, de territorialité entre les concessions. C'est très important de respecter le territoire de chaque concession. Généralement, les annonceurs nous donnent des codes iris de leur concession ou alors nous donnent des cartes pour nous expliquer exactement quel est le territoire de chacune des concessions. Voilà, alors ça c'est une campagne qui a eu lieu, enfin c'est une campagne qui est décomposée en 5 vagues. La dernière vague a eu lieu il y a 10 jours et la prochaine vague aura lieu au mois d'octobre. Objectif de toucher des CSP+, 25-55 ans. Grosso modo, ce que les clients voient quand ils sont dans une zone de diffusion d'une des concessions, ils voient ce qu'on appelle des interstitiels ou des bannières. Donc l'interstitiel, c'est le format pleine page que vous voyez à gauche. La bannière, vous savez ce que c'est. En l'occurrence, la bannière ici, vous voyez, elle est personnalisée parce qu'elle incorpore de façon dynamique le nom de la concession la plus proche. Voilà, à Boulogne-sur-Mer. Et quand vous cliquez sur un de ces formats publicitaires, vous arrivez sur une page mobile qui est la page mobile de la concession. Alors ça, c'est important, parce que l'idée, c'est vraiment d'être le plus direct possible. L'idée, c'est d'utiliser les infos de géolocalisation qu'on a à l'origine pour vous envoyer directement sur la page de la bonne concession. On évite toute étape intermédiaire qui consisterait à demander au client de rentrer son code postal ou sa ville, de réaccepter la géolocalisation pour faire tourner derrière un batch et savoir quelle est la concession la plus proche. Non, on sait déjà où vous êtes. Donc on vous envoie directement vers la concession la plus proche. Et ça, c'est très important pour maximiser finalement le taux de transformation de ce genre d'opération. Sur cette page, vous avez une présentation de l'offre, vous avez l'adresse de la concession la plus proche, puis vous avez un certain nombre de boutons d'action qui peuvent être un bouton appeler, un bouton réserver un essai, un bouton y aller qui affiche une carte. Il faut bien comprendre que l'objectif de cette campagne, c'est de vendre des voitures, évidemment. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire que c'est grâce à cette campagne mobile qu'on va vendre une voiture à 15 000 €. Il faut être clair, la vente d'une voiture, c'est un processus assez complexe qui fait intervenir plusieurs médias, qui fait intervenir un certain nombre de recherches d'informations du client. Donc, en aucun cas, on va pouvoir dire que c'est cette bannière qui a vendu la voiture. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, la mission qui est assignée à ce type de dispositif, il est assez clair, il est dans le cadre d'une campagne de communication globale qui peut inclure de la télé, de l'affichage, de la radio, à un moment de faire en sorte que le contact se fasse entre un client potentiellement intéressé et la concession la plus proche de chez lui. Donc très clairement, l'objectif, c'est d'établir ce contact à travers un appel téléphonique ou à travers un formulaire le plus simple possible ou à travers éventuellement une rencontre qui peut se faire sur le site de la concession. Donc on est vraiment dans un dispositif tactique qui ne se suffit pas forcément à lui-même, qui vient finalement conclure une opération de communication globale pour établir ce contact dont je vous parlais. Alors, quelques petites choses qu'on a appris, parce qu'on en est déjà à la 3e campagne, et puis on fait aussi d'autres campagnes avec d'autres constructeurs automobiles. Des choses importantes. D'abord, quand on peut géopersonnaliser le message, on gagne. On gagne en transformation,
parce que le client se sent concerné, croit reconnaître une adresse près de chez lui, une concession qu'il a déjà vue, il dit « Ah oui, tiens, c'est celle-là ». Donc autant qu'on peut, si on peut mettre des informations du type adresse, nom de la concession, distance jusqu'à la concession, ça permet d'augmenter grosso modo le taux de transformation, que ce soit dans la partie amont, c'est-à-dire est-ce que je clique parce que je suis intéressé, et derrière, dans est-ce que je vais laisser mes coordonnées ou appeler. Il faut évidemment arriver le plus rapidement possible sur une page de formulaire, et pas n'importe lequel, celui de la concession. Donc effectivement, tout ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir à saisir un code postal ou une adresse est important. Il faut vraiment renvoyer directement vers la concession la plus proche. Ensuite, il y a des petites choses toutes simples auxquelles on ne pensait pas forcément au début et qui sont maintenant évidentes. Si je reviens sur la page que je vous ai montrée ici, le bouton appeler, il doit apparaître seulement du lundi au samedi de 9h à 18h. En dehors de ces horaires, ça ne sert à rien de le mettre parce que de toute façon, il n'y aura personne pour répondre. Donc la page doit être dynamique dans le sens où elle doit prendre en compte un certain nombre de facteurs pour maximiser l'engagement. A l'inverse, le formulaire de réservation, lui, il est valable 24 heures sur 24, donc on peut le laisser tout le temps, mais il aura peut-être une place différente si on est en train de diffuser la campagne pendant la journée, le soir ou le week-end. De façon générale, d'ailleurs, sur l'automobile, on considère qu'il vaut mieux diffuser les campagnes le soir, parce que on fait aussi des campagnes pour de la restauration rapide, des services de proximité qui marchent très bien en journée. Quand on parle de l'automobile, quand on parle de l'immobilier, c'est-à-dire des achats impliquants, les tranches horaires du soir sont plus intéressantes en termes de taux de transformation. Voilà. Et puis ensuite, derrière, il y a une problématique de transmission des infos avec le call center ou en tout cas avec la concession pour faire en sorte que les gens qui ont manifesté un intérêt puissent être appelés dans la journée ou le lendemain si le formulaire a été rempli pendant la soirée, pendant la nuit, pour maximiser derrière la prise de rendez-vous et les rendez-vous effectifs. Voilà un petit peu les idées que je voulais partager avec vous sur ce qu'on appelle du drive to store et qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien, en tout cas dans un esprit de dispositif tactique. Merci. Est-ce que tu as des chiffres à partager un peu sur les résultats des campagnes? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux parler? Parce que c'est extrêmement neuf, donc c'est intéressant. Oui, c'est extrêmement neuf. Bon, il y a un certain nombre d'infos que je ne peux pas vous divulguer parce qu'elles sont spécifiques à l'annonceur et qu'on n'est pas forcément obligé d'autoriser à les partager. Ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, par exemple, les boutons d'action qu'on met sur ce genre de page, le premier bouton qui est cliqué, c'est d'abord y aller, où est-ce que ça se trouve? Il y a d'abord cette interrogation. Ensuite, on a appelé qui fonctionne évidemment très bien. Ça fonctionne d'autant plus maintenant qu'on met en avant le bouton de façon beaucoup plus proéminente en journée par rapport aux soirées. Et le bouton réserver un essai, pour l'instant, reste finalement le moins aimé des formulaires d'action. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Je pense que ça tient aussi derrière à la longueur des formulaires qui peuvent être demandés aux clients. Le fait que le téléphone mobile, il faut le reconnaître, n'est pas aussi ergonomique qu'un clavier d'ordinateur et que pour rentrer des informations, ça prend plus de temps. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des choses intelligentes à inventer pour tout ce qui est formulaire rapide sur ce marché. Voilà. Et une autre question, les secteurs sur lesquels tu as déjà fait des tests et sur lesquels il y a des choses intéressantes à partager, donc à l'automobile, j'ai entendu la restauration rapide, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? L'immobilier, les promoteurs immobiliers neufs, les Cogidim, Nexity et autres, quand ils lancent un programme immobilier dans une ville, ils savent très bien où sont les futurs acquéreurs de leurs appartements parce qu'ils ont fait des études de géomarketing assez poussées. Et donc, ils ont ensuite des stratégies de marketing géociblé avec qui, je dirais, nos dispositifs se prêtent très bien à ce genre de choses. Là encore, c'est plus des campagnes qu'on fait le soir. Et donc, finalement, j'insiste sur cette différence que je fais entre de la géologue qu'on peut faire de 9h à 18h et de la géologue qu'on peut faire de 7h à 9h du matin et de 19h à 23h. Dans un cas, on sait qu'on va toucher les gens chez eux. En tout cas, on a 90% de chances de toucher les gens chez eux. Donc, on n'est pas dans le même état d'esprit. On a plus de temps disponible. Quand on fait de la géologue de 9h à 18h, on va toucher les gens dans les transports en commun, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études, dans la rue, à la pause déjeuner. Et donc, les dispositifs doivent être plus courts, plus impactants et se prêtent plus à des annonceurs du type restauration rapide, centres commerciaux, loisirs, tourisme,
Et donc ça, c'est aussi des secteurs avec lesquels on travaille beaucoup, notamment dans des logiques de remplissage de salles sur les heures creuses, remplissage de salons sur les heures creuses. On peut jouer là-dessus en jouant sur la proximité du client avec un point de vente et sur l'heure et le créneau horaire qu'on va utiliser. Merci. Donc, d'une certaine manière, une sorte de prime time de la géolocalisation se dessine. Je ne sais pas si chez SFR, vous voyez des choses de ce genre-là, Jean-Philippe, sur les moments des campagnes, ou est-ce que tu as des choses que tu peux partager avec nous là-dessus ou pas? Allô. Sur la partie display, nous, on n'est pas encore sur cette logique-là, puisqu'on est plutôt sur les logiques de couverture de masse. En revanche, sur le SMS, bien entendu, on a beaucoup d'opérations qu'on réalise aussi pour des événements. On ne fait pas que du drive to store, on fait aussi du drive to event, c'est-à-dire qu'un annonceur a une tournée, un annonceur, imaginons la caravane du Tour de France par exemple, les cafés grand-mère qui sont sponsors de la caravane du Tour de France, va avoir besoin de créer du trafic vers son événement en touchant l'ensemble de la population, opt-in, bien entendu toujours, hein, présente dans cette zone. Donc on va cibler soit le matin pour annoncer l'événement qui va passer dans une zone donnée, soit le soir au moment de l'opération par exemple. On a réalisé pas mal de campagnes pour Axe Boat, qui est la tournée des plages Axe, où tous les soirs pendant l'été, au mois d'août, il y a un bateau qui est transformé en boîte de nuit qui accueille tous les nightclubbers de la région pour une soirée. C'est vrai qu'on envoie un message le matin pour prévenir, enfin dans l'après-midi, parce que le matin en général ils dorment, dans l'après-midi pour prévenir que l'opération va avoir lieu, et puis en début de soirée pour dire n'oubliez pas, ce soir c'est bien la soirée la plus chaude de l'été qui a lieu dans le port de Saint-Tropez ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, l'intérêt de la géolocalisation effectivement et du SMS géolocalisé, c'est qu'on peut choisir le moment où on l'envoie. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est sur du drive to store, on n'envoie pas le SMS à 5h du matin ou à 19h30 alors que le magasin vient de fermer, parce que c'est extrêmement déceptif. Merci. Est-ce que des questions dans la salle sur le drive to store à nos deux intervenants? Non, vous n'en dormez pas. Ah, une question. Je vous écoute. Je reformule votre question. Donc la question c'est quel est le consentement demandé à l'utilisateur final sur les utilisations de sa géolocalisation, à la fois chez AdMove, puis dans un deuxième temps chez toi SFR. Alors, me concernant, on travaille effectivement avec un certain nombre d'éditeurs français, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien. L'approche juridique qu'on a, c'est que quand le client donne son autorisation pour être géolocalisé par une application, c'est une application globale qui donne, et on considère que la publicité qui est diffusée au sein de l'application fait partie du service. Et donc, dans les conditions générales et dans les contrats qu'on signe avec nos partenaires éditeurs, il est effectivement mentionné que l'éditeur nous donne le droit d'accéder à cette information. Aujourd'hui, l'acceptation de la géologue, c'est un message qui est souvent générique, c'est un message qui est le même pour toutes les applications. Sur iPhone, c'est une espèce de petite fenêtre pop-up qui s'ouvre. Sur Android, ça fait partie du descriptif de l'application que vous acceptez quand vous installez, qui va vous dire si l'application envoie des notifications push, si l'application a accès à la géolocalisation. Donc en tout cas, il n'y a aucun... encore une fois, on utilise les données géologues que de clients qui ont ouvertement donné l'autorisation pour le faire. Et sachant que cette autorisation, elle peut être révoquée à tout instant, c'est-à-dire que dans les paramètres de votre téléphone, vous pouvez aussi à tout moment décider de désactiver la géologue pour telle application ou la réactiver. Donc vous gardez la main. Voilà. Donc la réponse chez AdMove, c'est oui, on demande le consentement et à tout moment on peut retirer ce consentement. Bien entendu, la réponse chez SFR, c'est triple oui. Nous sommes opérateurs téléphoniques. On n'a absolument pas le droit d'envoyer des messages non sollicités à nos clients. Les membres de cette base opt-in, ils se sont opt-inés volontairement. C'est-à-dire qu'ils sont membres d'un programme qui s'appelle PromoLive, qui est disponible sur le portail mobile SFR, et sur lequel les gens s'inscrivent volontairement et peuvent même définir par avance le nombre de sollicitations auxquelles ils vont être exposés par semaine.
Il y en a certains qui veulent avoir 5 ou 6 messages par semaine. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais dans l'absolu, ils pourraient très bien recevoir un message par jour. Donc ce sont des clients qui sont opt-in et on n'a que, entre guillemets, que 3 millions parmi nos 20 millions de clients qui acceptent de recevoir des messages. Donc oui, bien entendu, ils sont totalement opt-in. Le process est CNILé et on leur demande là, pour le coup, vraiment leur consentement parce qu'on est sur du SMS, ce qui n'est pas du tout la même chose, effectivement, que sur le display. Donc oui aussi du côté de SFR, c'est une question importante parce qu'elle revient souvent. Et évidemment, c'est un des éléments aussi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi la casquette Mobile Marketing Association. Et dans cette association, on fait attention à la déontologie et évidemment, ça fait partie des sujets qu'on traite. Il y a d'ailleurs une commission de déontologie sur ces sujets-là. Et évidemment, sur le mobile, plus qu'ailleurs, certainement encore plus qu'ailleurs. Demandez à vos facteurs d'arrêter de vous mettre des papiers dans vos boîtes aux lettres. Vous verrez que c'est très compliqué. Sur le mobile, c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste de dire non. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Juste pour compléter, les clients ont la possibilité de sortir du programme promotionnel, bien entendu. Ce n'est pas parce qu'ils ont obtiné une fois qu'ils sont clients Promo Live à vie. C'est encore aussi important. Et j'insiste sur le fait que c'est important qu'on s'arrête sur cette question parce que c'est une question qui revient souvent. C'est une question extrêmement importante et c'est aussi une question qui garantit l'efficacité et le ROI des campagnes. Parce que vous vous adressez à des gens qui sont d'accord. Et donc, il n'y a pas de spam, il n'y a pas d'envoi intempestif. On est sur des choses qui ont été acceptées par l'utilisateur. Et c'est évident que sur le mobile, on ne peut pas imaginer les campagnes qui n'ont pas été acceptées par les utilisateurs. Ça paraît assez clair. Je reprendrai la question qui a été posée tout à l'heure par vous sur passer votre téléphone à quelqu'un. On est vraiment dans quelque chose de personnel. Et donc là, le consentement est très important. On va continuer, on est parfaitement dans le timing, donc tout va bien. Donc juste pour vous dire où on en est, il nous reste un intervenant et puis après on aura un petit jeu d'échange entre nous sur la table ronde et des questions dans la salle. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme qui va changer de perspective, qui va regarder la partie que se passe-t-il du côté du vendeur. On a vu tout à l'heure la partie universitaire, études, recherche sur la partie vendeur et là on va voir un cas spécifique. Que se passe-t-il dans la digitalisation du vendeur? Voilà, exactement. Face à des consommateurs ultra connectés, comment est-ce qu'on peut aider les vendeurs? Et donc je vais parler pour illustrer les outils qui sont disponibles pour aider les vendeurs à mieux accueillir les clients. Je vais parler du cas Sephora. Avant de démarrer, je voudrais quand même vous poser une petite question. J'aurais bien voulu savoir qui parmi vous possède une carte de fidélité. Si vous pouvez lever la main, voilà. Et je voudrais savoir qui parmi vous, parmi ceux qui possèdent la carte de fidélité, quels sont ceux qui ont téléchargé l'application mobile de l'enseigne pour laquelle vous avez la carte de fidélité. Donc il y en a beaucoup moins. Et je voudrais savoir maintenant qui, parmi ceux qui ont cette carte de fidélité, ont été accueillis dans le point de vente de façon personnalisée, c'est-à-dire en vous reconnaissant en tant que possesseur d'une carte de fidélité de ce magasin. Encore moins, donc voilà. La démonstration, c'était juste pour rebondir sur ce que fait Sephora. Et donc le constat, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans les points de vente, même si vous êtes un client fidèle, les forces de vente sont en difficulté pour vous accueillir de façon personnalisée et pour vous délivrer un conseil qui sera du coup le plus pertinent possible. Ce qu'on propose ce qu'on voit sur cette photo, donc c'est une vendeuse Sephora qui est en train de consulter le profil de la cliente qu'elle a en face d'elle. Et pour vous donner un ordre d'idée, il faut à peu près 5 secondes entre le moment où elle va scanner donc, la carte de fidélité de la cliente et le moment où elle a accès aux informations marketing client dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc le scan en fait se fait à l'aide, là dans ce cas précis, se fait à l'aide du capteur de l'iPod qu'elle a entre les mains et on va scanner le code barre de la carte de fidélité. Il y a d'autres moyens et notamment le NFC demain permettra d'accéder encore plus rapidement à ces informations. Les objectifs de ce type de solution, et je reprends là aussi les objectifs de Sephora, c'est premièrement personnaliser l'expérience d'achat grâce à une meilleure expérience, une meilleure connaissance client. J'ai un téléphone en mode avion, donc je pense que je le pose quand même.
Donc, personnaliser l'expérience d'achat grâce à une meilleure connaissance client. Il y a énormément d'informations sur les clients qui sont disponibles dans les bases de données centrales. Et l'idée là est de sortir cette information qui est stockée dans les bases de données centrales et de l'amener dans les points de vente entre les mains des vendeurs. Le deuxième élément, c'est renforcer la fidélité des clients. Comment ? Un moyen, c'est déjà de reconnaître que le client est fidèle, de reconnaître ses habitudes de consommation, de le reconnaître en tant que client de cette enseigne. Le troisième objectif, c'est avoir une approche unifiée omnicanal, donc on en a beaucoup parlé. Les clients sont touchés par les enseignes à travers différents canaux, que sont l'email, le SMS, le mailing papier. Et donc il est important que quand le client vient en point de vente, il ait la perception qu'il va avoir exactement le même message qui va lui être délivré, que cela concerne les prix ou que cela concerne les offres commerciales auxquelles il a droit. Il faut absolument qu'il y ait une transparence totale envers le client. Il n'y a plus vraiment aujourd'hui, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, il n'y a plus vraiment de frontière entre le monde du online et le monde du offline. Le magasin alimente le web alimente les magasins. On a parlé du drive to store. Donc il est important dans ce contexte-là d'échange de données qui arrivent jusqu'au consommateur que dans le point de vente, le consommateur ait exactement le même message que sur les autres canaux. Le dernier point, qui est un point extrêmement important, c'est la capacité à capturer de la data par le conseiller de vente. Dans les points de vente, on a régulièrement des échanges entre deux êtres humains, et donc c'est à ce moment-là qu'il y a énormément d'informations qui est partagée, et à ce moment-là où il y a des informations probablement pertinentes d'un point de vue marketing à récupérer. Je vais vous montrer comment avec un exemple. Donc de façon très concrète, voilà comment ça se présente. Donc les conseillers de vente sont équipés, alors dans ce cas précis d'iPod Touch, mais ça peut être des tablettes pour d'autres environnements. Les informations auxquelles les conseillers de vente ont accès à partir du moment où ils ont scanné la carte de fidélité du client, c'est des informations marketing, donc qui vont permettre aux vendeurs de capter rapidement quel est le consommateur qu'il a en face de lui, quels sont ses besoins, quelles sont ses habitudes de consommation, donc à travers une liste de fonctionnalités que vous voyez là et que je vous montrerai plus en détail juste après. Il va également être en capacité de capturer de la data sur ce client-là, donc ça peut être par exemple des coordonnées, ça peut être des sondages sous forme de questions en général fermées, et ça peut être aussi de récupérer un avis sur son expérience d'achat. Le dernier point qui est important, c'est la capacité pour le vendeur à effectuer la transaction à partir de son terminal mobile, et donc d'éviter d'avoir une... Donc on parlait tout à l'heure de fluidité, je crois, de l'expérience d'achat. Dans ce cas-là, le client est vraiment pris à son entrée et est reconnu. On fait le processus de vente, on fait la transaction, il n'est pas passé par les caisses, il repart directement et il a eu un seul interlocuteur et la vente a été extrêmement fluide et plus rapide et plus riche et plus pertinente. Donc d'un point de vue interface utilisateur, donc voilà, donc ça ce sont des écrans qui peuvent évoluer en fonction des scénarios de vente, des scénarios de vente. Donc là, sur l'écran qui est à gauche où il est indiqué playlist, c'est une illustration de la façon dont on peut exploiter les données qu'on a sur un client particulier. Donc par exemple, tous les produits qui sont indiqués dans cette playlist sont des produits qui sont issus d'une analyse des achats précédents de ce client-là. Et avec une segmentation RFM un petit peu plus poussée, on arrive à sortir des produits dont on pense que le client va les acheter ou va être intéressé. Si vous regardez en bas à gauche de cet écran playlist, il y a un onglet fiche client. Donc là, c'est un onglet sur lequel on va retrouver toutes les informations marketing. Donc ça peut être le panier moyen, ça peut être les axes, les catégories de produits qui sont consommés, les catégories de produits qui ne sont pas consommés par le client. C'est intéressant aussi de le savoir. Et puis là, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut capter de l'information. Donc là, par exemple, le vendeur sait que ce client-là possède probablement un email, mais il n'est pas enregistré dans la base de données. Il y a une alerte qui apparaît, il va simplement cliquer sur l'icône et il va pouvoir être dirigé sur un écran qui va l'inviter à enregistrer l'email du client. Donc là, le vendeur est vraiment positionné au cœur de la stratégie CRM. Il va, en temps réel, dans ce cas de développement-là, de déploiement-là,
il va en temps réel alimenter la base de données de connaissances clients. Un autre point important, c'est l'onglet donc offre. Si vous regardez juste en dessous de l'écran playlist, on voit offre spéciale, validité du temps à temps. En général, quand on est possesseur d'une carte de fidélité et qu'on a des offres, malheureusement, on a l'information de la disponibilité de cette offre de, par exemple, moins 10% quand on est en caisse. Et c'est très déceptif dans le parcours d'achat parce qu'on n'a pas envie de retourner dans les rayons, profiter de cette offre-là. Avec ce type de dispositif, le vendeur, et ça contribue aussi à alimenter un contexte de transparence et de confiance avec le client, ce qui est très important, le vendeur est en capacité de dire tout de suite, voilà, aujourd'hui vous avez une offre spéciale qui vous donne droit à 3e produit offert pour 2 produits achetés, enfin voilà, ce genre de choses qui vraiment alimentent la confiance. Le dernier onglet sur la droite qui est l'historique d'achat, qui permet pour le vendeur de aussi capter un petit peu mieux quel est le profil du consommateur qu'il a en face de lui et éventuellement de retrouver des produits oubliés. Alors dans le cas de Sephora, pour l'anecdote, cet onglet-là est très utilisé parce que la population féminine qui est ici oublie souvent les références du vernis, par exemple, ou du fond de teint. Et donc le vendeur peut immédiatement retrouver cette référence-là. Et donc c'est un petit plus, mais c'est très utilisé dans le cas de Sephora. L'écran fiche produit, donc là c'est un écran qui permet de faire plusieurs choses pour le vendeur. Donc tel qu'il est défini là, on voit que le vendeur peut récupérer l'avis du client sur le produit. Donc par exemple l'équivalent du like Facebook, sauf que là on enregistre également le don't like, donc aime, n'aime pas. Cette information-là va être enregistrée dans la base de données client et ça va nous permettre d'éviter d'envoyer demain un email lui proposant une promotion sur ce produit qu'il n'a pas aimé. Donc là, ça permet de mieux cibler les emails, les campagnes marketing de demain et d'avoir un meilleur retour sur investissement. L'autre élément qu'on voit ici, c'est une liste de produits avec différentes références et on voit, alors là, tous les produits sont disponibles en magasin, mais si sur une des lignes, on avait un petit rond barré, ça signifie que le produit n'est pas disponible en magasin et dans ce cas-là, on a la possibilité de procéder à l'achat du produit aujourd'hui et de le livrer soit au domicile du client, soit dans le point de vente ou dans un autre point de vente, soit dans le même point de vente, mais sous un délai de quelques jours. Et enfin, le dernier écran qui consiste à effectuer la transaction pour ce dont je parlais, pour fluidifier encore plus le parcours d'achat. Je crois que j'ai la dernière slide. C'est bon ? Donc les bénéfices de ce type de dispositif, ils sont à 4 niveaux. Premièrement, au niveau de la perception client, donc les clients se sentent vraiment pris en charge, accompagnés, reconnus en tant que clients fidèles de l'enseigne. Et on l'a vu à travers quelques scénarios d'usage bien identifiés, on peut ajouter beaucoup de valeur ajoutée dans le parcours d'achat du client. Au niveau de la perception magasin, c'est un outil qui est extrêmement bien accueilli par les équipes parce que c'est un outil d'aide à la vente, ce n'est pas un outil qui remplace les forces de vente, c'est vraiment un outil d'aide à la vente. Et en plus de ça, c'est un outil qui est assez convivial, luxueux entre guillemets et moderne. Ce sont des outils que les forces de vente n'ont pas forcément l'habitude d'avoir et c'est extrêmement bien accueilli dans le quotidien. L'impact sur l'image, il est évident. L'enseigne, donc, si je prends le cas de Sephora, a fait des sondages et l'impact sur son positionnement de leader et d'innovation est clairement mis en valeur par ce type de dispositif-là. Et enfin, l'impact business qui se situe à 2 niveaux. Premier niveau, donc, c'est une augmentation. Alors, dans le cas de Sephora, je ne peux pas donner les chiffres, mais en tout cas, ils sont extrêmement significatifs. Une augmentation du panier moyen. En pourcentage, je peux vous dire que c'est supérieur à 2 chiffres. Et une augmentation du ROI des campagnes marketing, suite à ce que je vous ai dit, une meilleure connaissance client qui est intégrée dans les bases de données à partir du point de vente, à partir de données collectées dans le point de vente, et qui ensuite vont permettre d'avoir des campagnes marketing qui sont plus ciblées et donc qui délivrent des taux de retour plus performants. Voilà. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces explications. Ce
que je vous propose maintenant, on avait 4 sujets majeurs pour cette conférence. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger un peu avec les intervenants sur ces 4 sujets. Donc, j'ai préparé quelques petites questions que je vais d'abord poser. Mais si vous êtes intéressé pour rajouter des questions sur ces thèmes-là, n'hésitez pas à lever la main et on vous fera passer un petit micro. Il y a des hôtesses qui sont prêtes pour ça. Donc, on avait plusieurs thèmes. On avait le fameux ROPO, Research Online Purchase Offline. Donc ça, c'est un des thèmes. On a le thème du Drive to Store, on a le thème du showrooming et évidemment le thème du M-commerce. Et je voudrais commencer par la partie ROPO et interroger Google, si tu le veux bien, Florence. Tout à l'heure, il y a un chiffre qui me semble très important qui a été cité, c'est le chiffre de une recherche sur 5 qui est effectuée sur le mobile. Et je veux bien, si tu peux, essayer d'en dire un peu plus sur ce sujet. Est-ce qu'on sait plus sur quelles sont ces recherches, quel type de recherche? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur l'évolution de ces recherches? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ces recherches effectuées depuis un mobile? Alors, merci pour cette question. C'est une question effectivement assez importante pour nous. Déjà, alors, on ne peut pas les donner au niveau global, on a une politique un peu restrictive, donc je précise bien, c'est sur l'univers du retail, là, en l'occurrence. Et au niveau de la dynamique, le premier point, c'est qu'elles sont en très forte croissance. On est sur un taux là, de près de 20%. Il y a un an, c'était un taux autour de entre 7 et 10%, en fonction du moment de l'année. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que ça varie en fonction des périodes de l'année. Donc, il y a des choses intéressantes. C'est évidemment pendant les périodes de vacances. C'est un peu lié aussi à l'utilisation du smartphone de manière générale par opposition à celui du desktop. Donc, on avait des choses intéressantes, même qu'on a pu observer en temps quasi réel, en fait, au niveau des requêtes à Noël, puisque tous les gens qui ont eu un nouveau téléphone à Noël, et ça nous a fait un très gros pic de la part des requêtes. Donc ça, c'était qui ont été faites sur mobile. Donc ça, c'est le côté un peu bon sens, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté complémentarité entre les deux devices qui joue souvent, même si parfois c'est en usage superposé. Et ça se voit dans le temps. C'est-à-dire que on voit beaucoup en fin de journée, on voit, les usages se font pas évidemment dans les transports, etc. Donc cette part des requêtes, déjà, elle n'est pas toujours fixe. Ça dépend du moment de l'année, ça dépend du moment de la journée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça dépend un peu des produits. Alors là, je n'ai pas en tête le détail par produit. La progression, elle est globale. Elle se fait sur tous les types de produits. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des différences. Et voilà. Alors, en ce qui concerne le type de requête, ce n'est pas toujours évident. Évidemment, il y a les requêtes locales qui sont extrêmement recherchées. Ça, c'est quelque chose d'assez logique. Requête locale, ce qui veut dire... ça va être info pratique du magasin, ouverture, ce genre de choses. Donc ça veut dire que dans la terminologie requête locale, c'est ce qu'on appelle une requête à intention locale, c'est-à-dire une marque, un produit, une enseigne, plus une ville, un élément de localisation. Exactement. Donc c'est requête directement local, mais ça peut être ouverture horaire magasin de manière générale, sans forcément aller dans un magasin précis pour les enseignes qui ont des choses assez généralisées. Donc c'est deux types de requêtes. Les requêtes locales, c'est celles qui comportent dans leur terme une intention locale, comme ouverture horaire magasin, ou alors celles qui comportent un nom de ville ou un nom de lieu. Et j'avais une petite question complémentaire. On a parlé tout à l'heure des horaires. Est-ce qu'on sait si ces requêtes mobiles ont des moments dans la journée différents des requêtes ou est-ce que c'est un... Alors, est-ce qu'on sait si l'usage du mobile est un peu différent en termes de moments dans la journée? Il y avait eu une étude qui avait été faite. Oui, on a une étude comme ça et c'est ce que je disais. En fait, alors je parle sur ta question précise des horaires, je pourrais le regarder, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc j'ai pas les chiffres en tête. Après, sur l'usage en lui-même, c'est intéressant parce que on a des pics en début de journée, on a des pics en fin de journée, même au moment de se coucher. Donc avant, il fallait avoir un conjoint un peu geek pour se retrouver avec un écran. Dans son lit. Maintenant, en général, les deux, on a même des pics. Alors, on a des pics. Il n'y a pas des pics, mais pour les insomniaques, il y en a qui font ça pendant leurs insomnies la nuit. Donc, effectivement, il y a ce côté facilité du device. Pendant les transports aussi, ça fait des pics importants. Mais c'est parfois dilué parce que tout le monde n'a pas les mêmes horaires de transport. Donc, ça dépend un peu. C'est plus ça apparaît plus pour l'instant, de manière flagrante dans les questionnaires sur les usages. Et là, on a des courbes assez intéressantes. Qui se profile avec les temps forts que je vous ai par exemple mentionnés. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur la partie repos dans la salle? Je ne vois pas. Je passe à mon deuxième sujet. Donc le deuxième sujet tourne autour de ce qu'a évoqué tout à l'heure Jocelyn sur comment contrer ou comment essayer d'anticiper le showrooming. Et ma question s'adresse à la fois à Valérie et à Jocelyn. Valérie peut-être d'abord, honneur aux femmes. La digitalisation de la relation client, est-ce que c'est un sujet important pour Comptoir des Cotonniers et est-ce qu'on peut avoir quelques éléments chiffrés sur ce sujet-là, c'est-à-dire combien de personnes connues chez Comptoir des Cotonniers ou dans vos autres marques, combien sur ces personnes connues ont déjà une adresse email, un numéro de téléphone mobile, des informations digitales sur lesquelles on peut avoir des actions? Alors oui, une priorité certainement, pour une raison aussi de coût, tout simple, c'est qu'on est clairement passé du papier au digital, que ce soit sur la relation client type CRM ou même presse. Donc c'est une vraie mutation qu'on est en train de faire en termes de budget. Aujourd'hui, la base de données, elle a un peu plus d'un million de clients chez Comptoir. On a 75% d'emails. On a une très grosse politique de collecte en boutique, puisqu'on impose aux équipes de vente de rattacher de manière systématique à une cliente un panier. Donc il n'y en a que les clientes qui refusent, qui ne sont pas dans la base, mais globalement c'est énorme et elles sont, comme je le disais, très digitalisées, donc elles nous donnent très facilement l'email. On a par contre des précautions à prendre sur la surpression un peu médiatique que l'on fait auprès de nos clientes, puisqu'on se rend compte que dès qu'on dépasse un contact d'email tous les 10 jours, ça commence à être un peu en surpression, donc il faut qu'on fasse attention, surtout pendant les périodes de solde. Mais oui, c'est un enjeu très très fort et aujourd'hui, au-delà de l'email qui commence un peu à se tasser chez nous, en tout cas, même si on a des très beaux taux d'ouverture, parce qu'on est aux alentours de 40 ou 50% de taux d'ouverture, on se rend compte que finalement, le SMS, en tout cas, devient un vecteur très très fort de contact avec ses clientes, puisqu'on a des taux d'ouverture à 99,9%. Donc on est sûr d'avoir distribué l'information. Et puis, il y a énormément de technologies qui permettent aujourd'hui de rajouter du contenu à ces 162 caractères qui sont un peu moches. Donc voilà, c'est une vraie dimension, une vraie démarche que l'on a aujourd'hui, même dans le cadre d'un programme relationnel, c'est-à-dire qu'on est en train de baser tout notre programme relationnel sur du digital. Voilà. Et ça implique les vendeurs, les vendeuses, et là-dessus, il n'y a pas de frein? Non, il n'y a pas de frein parce qu'on a fait la démonstration par la preuve. Quand je suis arrivée, la base de données était autour de 100 000 clients. Et il n'y avait jamais rien n'avait été fait. Donc évidemment, elles n'avaient pas la perception de l'intérêt de la chose. Donc la démarche qu'on a mise en place, c'est de commencer à faire des campagnes de newsletters, même sur des toutes petites bases. Elles ont vu très vite l'intérêt. Et finalement, la démonstration par la preuve a été le meilleur outil pour nous pour les inciter à remplir leur base de données. Et aujourd'hui, elles nous sollicitent en nous posant la question « Pourquoi madame n'est pas VIP? Est-ce que tu peux m'expliquer dans la RFM qu'est-ce qui lui manque pour être VIP ?» Donc il y a une vraie culture CRM qui se crée au niveau des boutiques. Maintenant, le défi pour nos marques, c'est, alors j'ai été intéressée par la démonstration tout à l'heure, c'est de dire il y a du CRM qui se fait au siège, sur des bases de données qui sont triturées dans tous les sens, et pour autant, celle qui connaît le mieux la cliente, c'est l'équipe de vente. Et donc tout le défi, c'est de conserver de manière centrale une partie de la démarche de relation client et de ramener en magasin la plus grosse partie qualitative. Et là, il y a plein d'idées à avoir, on démarre à peine. Alors, même question à peu près chez toi, Jocelyn, à la fois sur le client dont tu as déjà parlé, mais peut-être sur d'autres, si tu as envie de partager d'autres choses. Déjà, mon épouse est cliente Comptoir et elle adore recevoir des SMS de Comptoir. Elle est accro à ça, donc elle me les transfère à chaque fois. Donc les clientes apprécient en tout cas. Non, mais le témoignage, c'est les enseignes de distribution aujourd'hui ont vraiment compris l'enjeu stratégique. Il y en a même qui inscrivent la base de données, la valeur de leur base de données à l'actif de leur bilan, pour vous dire comment ils commencent à monétiser leur base dans leur bilan. Ils ont compris que ça allait devenir très important et voilà, il faut faire en sorte que c'est important de donner du pouvoir en local parce que la personne qui connaît le mieux la cliente, c'est quand même le patron du magasin, et notamment dans les réseaux de franchise. Ils ont besoin d'autonomie, de réactivité, de pouvoir faire des choses en local, mais il faut aussi harmoniser au national pour être sûr que ça ne part pas dans tous les sens et pas se faire dépasser par le réseau en local. Donc ça, c'est tout l'enjeu aussi. Mais c'est vrai qu'on voit les réseaux de distribution, à partir du moment où ils ont goûté au ROI du digital, ils veulent y aller très vite. Je citais tout à l'heure le cas de VetAffaires. En un mois, on avait équipé le réseau de distribution avec toute notre solution, et que par le bouche à oreille. C'est qu'en fait, ils sont tout de suite passés le mot entre eux en disant il faut y aller tout de suite, ça marche du tonnerre, les ROI sont super. Donc voilà,
Donc la prise de conscience est en train de se faire dans tous les réseaux. Bien sûr, ceux qui vont aller le plus vite vont prendre une longueur d'avance. Donc c'est une opportunité pour la distribution, hein, le digital, ce n'est pas une contrainte. Et est-ce qu'il y a d'autres annonceurs ou exemples que tu voudrais évoquer, en plus de celui de VET-Affaires sur ces sujets? Le groupe Beaumanoir, par exemple. Le groupe Beaumanoir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un énorme réseau de distribution qui est basé en Bretagne, qui aujourd'hui gère les marques Morgan, Bonobo, Cache-Cache, et qui, donc en France, ont une base de données de plus de 6 millions de contacts, une très grosse base de données, mise quasiment tout leur marketing direct sur le digital, l'email et le SMS, notamment depuis plusieurs années. Donc ils ont commencé très tôt, ils ont aujourd'hui vraiment une politique très importante là-dessus, et ils sont très implantés en Chine. Et pour avoir été avec eux en Chine, en fait en Chine ils ont déjà 800 magasins. Ils ont mis dès le départ dans leur enjeu stratégique en Chine, c'est de collecter les données dès le départ. Et en à peu près, j'y suis allé au mois d'octobre il y a un an, en fait, et en un an ils sont déjà à plus d'1 million de contacts. C'est rien par rapport au potentiel, parce qu'ils ont 100 millions de passages en caisse en Chine. Donc le potentiel est énorme aussi. Donc voilà, c'est vraiment, une fois qu'ils y ont goûté, en général, ils investissent beaucoup dessus. Ils ont créé une direction générale digitale. Enfin, ils ont vraiment même modifié l'organisation de l'entreprise en fonction. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet? Il y en a 2, on y va. S'il vous plaît, question courte, précise. Il nous reste 5 minutes. Bonjour, c'est une question qu'a soulevée Madame Dacier. C'est le déploiement du Wi-Fi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines marques de distribution qui freinent pour qu'il n'y ait pas de showrooming chez elles. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a certaines marques qui freinent. Chez nous, on ne freine pas, mais la difficulté, c'est de trouver un Wi-Fi qui soit sécurisé, puisqu'en fait, le principe du Wi-Fi en magasin, c'est d'aller gérer des données qu'on va remonter dans nos systèmes d'information, parce que donc par définition, ce n'est pas juste d'acheter une Livebox ou une SFR Box et de la mettre dans une boutique. Là, ce serait relativement simple. C'est vraiment de mettre un Wi-Fi qui est celui de l'entreprise pour pouvoir y remonter les infos dans le système d'information. Donc ça a un coût. Après, dans mon cas particulier, c'est une question, c'est de culture d'entreprise, c'est-à-dire que la DSI aujourd'hui a un certain nombre de sujets, c'est elle qui serait responsable de cette mise en place de Wi-Fi. Et aujourd'hui, la nécessité de mise en place d'un Wi-Fi en magasin, c'est des choses sur lesquelles il faut faire de l'évangélisation, expliquer pourquoi. Et puis il y a une question de coût. Alors je ne sais pas si certains font de la résistance, nous en tout cas on n'en fait pas du tout, mais il y a une partie d'évangélisation pour démontrer de bénéfices. Je voyais que McDonald's, dernièrement, avait fait une opération très très forte, puisque désormais, ils utilisent leur nom de domaine comme outil de campagne de publicité. C'est-à-dire que quand vous... Enfin, pas leur nom de domaine, un nom de réseau. Quand vous circulez dans la rue, que vous êtes à proximité d'un McDonald's, vous avez accès à leur Wi-Fi sur votre iPhone ou autre. Et du coup, plutôt que de mettre réseau McDonald's, ils vous poussent la dernière opération en date qui se trouve chez Mardo. Donc ça devient même aujourd'hui, le Wi-Fi magasin, un outil, nouveau média auprès de nos clients. Voilà. Donc c'est effectivement un vrai défi et organisationnel et de coût. Il y avait une question juste devant. On constate à l'heure actuelle en France une certaine lassitude par rapport à la publicité, notamment dans les grandes villes comme Paris. Et comment du coup être accepté sur un objet aussi intime que le mobile, ou convaincre de s'obstiner, comme on en a parlé tout à l'heure, sans risquer justement de détériorer en fait la relation client? La question s'adresse à qui? Je vais répondre. Vas-y. Ce qui est important, c'est de bien gérer l'opt-out et que les prestataires qui sont utilisés par les enseignes le gèrent automatiquement. C'est-à-dire que la personne, on en parlait tout à l'heure, mais puisse se désinscrire à tout moment sur tous les canaux qui sont utilisés, et surtout que l'enseigne collecte aussi de façon opt-in. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment la base, et la MMA aussi est là pour structurer les choses sur le marché. Et je pense que ça se passe plutôt bien aujourd'hui, parce que ça fait quand même, on n'est pas non plus qu'au début. Hein, le marketing direct digital, ça fait quand même quelques années. Et ça se passe bien, je trouve que c'est plutôt bien structuré. Bien sûr, il y a des brebis galeuses, hein, comme tout marché, mais la structuration avance bien. Je pense que c'est une question, on le voit, c'est une question qui revient souvent, elle est très importante, elle est centrale, et la Mobile Marketing Association, que je représente aujourd'hui, avec Julie et Catherine qui sont présents là, sont là pour accompagner les grands acteurs, les annonceurs, pour faire en sorte qu'on respecte ça. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'on fait des efforts colossaux pour faire bien ce travail. Et malheureusement, si on regarde la réalité du monde de la publicité, je pense encore une fois souvent à tout ce qui est posé dans vos boîtes aux lettres, que vous ne souhaitez pas, que vous ne voulez pas et que vous ne pouvez pas enlever. Je veux dire, on est à des milliers de lieux de ce travail-là. On fait beaucoup mieux que ça.
C'est-à-dire qu'il suffit qu'on se désabonne et on est opt-out. C'est vraiment extrêmement simple. Reprenons l'exemple qu'évoquait tout à l'heure Julien sur une application. Vous ne voulez plus être géolocalisé, vous rentrez dans le menu, vous enlevez géoloc et vous essayez de ne plus recevoir des prospectus dans votre boîte aux lettres et vous verrez la croix et la bannière que c'est pour y arriver. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus trop vouloir regarder ce point-là parce que je crois qu'il est très bien traité et en tout cas les acteurs et tous ceux qui sont présents là et tous ceux qui sont membres de la Mobile Marketing Association traitent ce point de façon parfaite. Et après, on pourrait faire un petit sondage. Qui a reçu un SMS promotionnel non désiré dans les 15 derniers jours? D'accord. Bon, voilà, ça en fait 1 sur 2. Bon, c'est pas si mal. Non, mais après, vous pouvez vous désabonner. Encore une fois, vous renvoyez stop, vous renvoyez 37 600 et vous êtes désabonné. Peut-être que la question était... parce que là, il y a la gestion de l'opt-in et de l'opt-out, mais il y a aussi la gestion de la communication pour quelqu'un qui est opt-in, c'est-à-dire la gestion de la pression commerciale, entre guillemets, qui est peut-être pour des clients qui veulent bien avoir des communications, mais peut-être pas tous les jours, ou peut-être pas toutes les semaines. Là, il y a des outils qui existent, effectivement, qui permettent d'analyser le retour de ce type de campagne et de gérer au mieux la pression commerciale. Et ça, c'est effectivement au-delà de l'opt-in, opt-out. Je pense que... En fait, la collecte de data qui est en cours actuellement dans les enseignes va permettre de mieux en mieux cibler les messages qui sont envoyés. Et donc on va de plus en plus vers un marketing relationnel au lieu du marketing direct. C'est-à-dire qu'on envoie le bon message à la bonne personne sur le bon écran, etc. Et donc, il y aura de moins en moins d'arrosage, entre guillemets, sur une liste. Ce sera de plus en plus précis. La technologie permet aujourd'hui d'envoyer de façon automatique un message à une date anniversaire, par exemple, à la personne qui est concernée pour relancer sur un contrôle technique, des choses comme ça. Donc ça va vraiment améliorer aussi le ciblage et la pertinence des messages qui sont envoyés. Donc je pense qu'il faut laisser les technologies s'installer et ça va aussi, la pression va diminuer au fur et à mesure. Parce que les annonceurs sont en recherche de ROI en fait. Donc même sur le digital. Donc moins ils envoient de messages, mieux le ROI est derrière. Je peux juste rajouter de mon côté marque, je pense qu'il y a 2 mots qui sont très forts, on l'a dit. Le premier, c'est la pertinence. Plus on sera pertinent, moins on dérange. Et le deuxième, c'est la cohérence. Et ça, je pense que c'est très important. Il faut qu'une marque ait une cohérence dans ses messages. Et ce qui peut perturber aussi quelqu'un qui reçoit une pub, c'est quand elle ne reconnaît pas la marque dans la façon dont le message arrive. Et on a beaucoup d'outils aujourd'hui de retargeting et autres dans lesquels on pousse des paniers. Et puis si ça ne ressemble pas à ce qu'est la marque, ça devient perturbant. Si c'est en cohérence avec son image de marque, c'est accepté. Une dernière question. Bonjour, alors cette question s'adresse à Jérôme Gonzalez. Vous avez parlé de progression du chiffre d'affaires suite à la mise en place du dispositif des iPod Touch chez Sephora. Je comprends que vous ne pouvez pas communiquer dessus. Est-ce que vous pouvez quand même dire en combien de temps ça a été amorti l'investissement des iPod Touch ? Alors, je n'ai pas des chiffres globaux qui me permettent de dire précisément en combien de temps ça a été amorti, mais... Une fourchette. Je peux vous donner un élément qui montre à quel point c'est amorti rapidement. C'est qu'au départ, il y a eu un pilote dans 6 magasins et qu'aujourd'hui, on déploie en France, en Italie, bientôt dans d'autres pays en Europe que je ne peux pas citer, mais ils sont présents en Espagne, au Portugal, en Pologne, etc. Donc, le ROI du dispositif, et il y avait effectivement le Wi-Fi fait partie de ce calcul-là. Et d'ailleurs, le ROI est en train de changer parce que le Wi-Fi qui était associé à ce dispositif-là commence à être sorti, puisque le Wi-Fi peut être partagé par d'autres applications qui sont utilisées en interne. On parlait des tablettes tout à l'heure. Donc voilà. Mais le ROI est... Voilà, je vous ai parlé de l'augmentation du chiffre d'affaires en point de vue de pourcentage qui est significative au niveau du panier moyen. Et il y a un deuxième effet qui est au niveau des campagnes marketing. Donc ça, c'est plus à moyen terme, mais qui sont de plus en plus pertinentes et de mieux en mieux ciblées suite aux captures de données par le client, de la part du client. Oui. Et quels sont les arguments qui pourraient pousser une entreprise à ne pas vouloir connecter ses vendeurs à Internet ? Car personnellement, je trouve que c'est vraiment un progrès de laisser les vendeurs avoir la même information que les acheteurs. Ça les met sur la même longueur d'onde. Ouais. Et quels sont les arguments qui pourraient pousser une entreprise à du coup... Je pense qu'il y en a plein, malheureusement pour nous. Non, mais sérieusement, il y a le Wi-Fi est un sujet. C'est un coût, déjà, tout simplement. Voilà, c'est un coût. Donc c'est vrai que c'est des projets. Donc là, dans le cas, là, c'est un vrai succès avec un taux de retour sur l'investissement qui est extrêmement fort.
il y a une prise de risque, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut investir, il faut, et c'est vrai, en fait, je pense que c'est un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que c'est un projet qui touche à toutes les directions, qui est très transversal, qui touche aux directions marketing, business, réseau, informatique. Donc c'est un projet très transversal. Et les raisons, elles sont multiples. Hein. Chacune de ces directions, en général, est assez réfractaire au changement. Donc il y en a plein. Mais ça ne vaut pas le coup de laisser ces résistances s'installer. Donc plus intéressant de tenter. 17h03, notre objectif c'est de finir à l'heure. Donc je voudrais d'abord remercier tous les membres de ce panel, de cette table ronde, pour avoir partagé ces chiffres, avoir été très ponctuels, parce qu'on a été très ponctuels tous. Merci à tous. Si vous le souhaitez, on peut continuer un peu ce dialogue offline. Et donc, n'hésitez pas à venir poser les questions directement aux intervenants qui ont quelques minutes à vous consacrer. Je ne pense pas beaucoup plus, mais enfin, en tout cas, si vous le souhaitez. Merci à tous.